épisode du vlog récréatif du panda. Il me semble que c'est le 10e de ce format-ci. Me revoilà, Mélina, plus connue sous le nom du panda. Voilà, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu, environ 2 mois. Apparemment la dernière fois que j'ai filmé c'était en juillet. Nous sommes le 20 septembre, donc voilà. 2 mois où il s'est passé plein de choses, des bonnes comme des mauvaises. Et voilà, j'avais pas eu l'occasion de tourner avant aujourd'hui. D'ailleurs, aujourd'hui, normalement, je n'ai qu'1h30. Après, l'homme redébarque. Donc j'espère avoir le temps de vous parler de tout ce dont, vous parler de tout ce dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Donc voilà, bon, allons-y. Il y a un mois, j'ai trouvé ma maison. Avec mon mari, on a le projet d'acheter depuis 3 ans environ, depuis qu'on est en région parisienne en fait. Et depuis tout ce temps, on cherche, on se prend des murs avec les banques à cause de mon métier. Et puis finalement, on a réussi à vaincre toutes les étapes au fur et à mesure et à enfin trouver une maison qui nous convienne. Et une belle maison qu'il faut retaper de partout, et on a signé le compromis au début du mois d'août. Donc voilà, on est sur la fin des négociations, enfin pas les négociations mais de la, comment dire, des étapes administratives, vous savez, enfin peut-être pas, il y a des délais incompressibles et puis voilà, on est sur le délai incompressible là. Et voilà, ça fait son petit bonhomme de chemin, donc c'est plus que probable, c'est probablement le dernier podcast ici, dans cette maison toute pourrie. Ouah, dans ce bordel immense qui est mon atelier, qui n'est plus mon atelier. Et voilà, mais ce n'est probablement pas, le suivant ne sera probablement pas dans mon futur atelier, puisqu'il y a des travaux à faire. Je vous en reparlerai dans la partie blabla. Et voilà. Et puis quelques jours plus tard, ma maman est décédée et voilà, il a fallu s'occuper de tout ça, vous le savez, puisque je vous en ai parlé la dernière fois. Je faisais des allers-retours pour m'occuper d'elle, elle était en HIV, etc. Et puis voilà, le cancer a gagné la dernière bataille, et puis voilà, faut vivre avec maintenant. Et j'avoue que ça me fait extrêmement bizarre de tourner un podcast qu'elle ne regardera pas. Donc voilà, on passe à autre chose. Mais voilà, je voulais vous donner des nouvelles parce que vous m'avez régulièrement demandé. Et voilà, c'est la vie, on peut pas faire autrement et ça arrive. Faut bien que ça arrive. Donc voilà, un événement joyeux et un événement beaucoup moins joyeux qui se sont passés à 4 jours de délai quoi. Et voilà, il faut continuer à avancer. Donc je me suis dit, allez, on va reprendre, on va faire un petit podcast, parler laine, parler tricopine, parler loisirs et do it yourself, parce que voilà, ça fait du bien de faire des choses superficielles aussi. Donc voilà. Mais bon voilà, je vais bien, tout va bien. Je suis peut-être moins présente sur les réseaux, sauf quand je sors un patron. Mais c'est pas, enfin voilà, c'est juste, j'ai pas grand chose à montrer. Je suis assez active sur mon Patreon, donc je peux pas être partout. Enfin voilà, il n'y a aucune, enfin voilà, je fais selon ma vie quoi. Donc parlons tricot. Comme d'habitude, je vais vous parler des modèles qui sont sortis ces donc 2 derniers mois. Et je vais aussi vous parler d'un test que j'ai tricoté pour Anaïs Louve, que j'ai beaucoup aimé faire, que je n'ai pas encore photographié. Je suis vraiment à la ramasse au niveau des photos. J'ai eu le temps de prendre truc au carré en photo, et puis j'étais malade comme un chien ce jour-là, donc voilà, ça a duré 20 minutes et puis je suis rentrée, je suis allée me recoucher. Et après j'avais pas le photographe, et aujourd'hui je n'ai toujours pas le photographe, donc voilà. Je voudrais prendre des belles photos quand même, ce serait dommage de pas prendre des jolies photos. Et donc j'ai sorti durant ces 2 mois multi-trucs, un châle multi-version et truc au carré, un pull que j'ai sorti il y a 2-3 jours à peine, quelque chose comme ça. Donc je sais pas par quoi commencer.
Je vais commencer par le test. Tiens, ça nous changera un peu de parler d'un tricot qui n'est pas de moi. Alors, au mois de juillet, ouais c'était en juillet, parce que je l'ai tricoté avec ma maman, je me suis dit, j'avais absolument pas le temps pour ça, j'avais vraiment pas, enfin voilà, je suis à la bourre. Pour situer le contexte, grosso modo là normalement, à partir de septembre-octobre, on commence à sortir les modèles de l'automne pour que vous puissiez les tricoter durant l'automne et les porter durant l'automne, pour les plus rapides d'entre vous. Et éventuellement les modèles hiver, parce que bon, automne-hiver quoi. Moi, je suis totalement à la bourre dans le sens où je n'ai pas encore commencé les modèles d'automne et qu'on est déjà à mi-septembre, enfin plus que la mi-septembre, et du coup fatalement ils sortiront décembre-janvier. Voilà, à la bourre. Bon, bon c'est pas grave, je veux les faire quand même, mais du coup j'avais absolument pas le temps de perdre entre guillemets une semaine pour tricoter autre chose que quelque chose qui était de moi. Et je l'ai fait quand même parce que j'en avais besoin. Et je l'ai entièrement tricoté en étant chez ma mère, enfin chez mes parents, en gardant ma mère. Ça fait bizarre de dire ça. Elle n'arrêtait pas de me piquer la pelote avec la blanche, avec les spécules, et elle me la tenait. Parce que je sais pas pourquoi, c'était une pelote récalcitrante, elle voulait pas rester en place. Donc du coup ma mère a tenu la pelote pendant que je tricotais ce modèle là. Donc il a une valeur particulière à mes yeux. C'est le dernier modèle que j'ai tricoté en sa compagnie. Et en fait, je pense aussi que c'est pour ça que j'arrive pas à le porter. Parce que c'est trop tôt. Donc je le porterai l'an prochain. C'est pas de toute façon, voilà, la saison estivale est passée. Mais je pense que c'est aussi pour ça que j'ai autant mis de délai à prendre ce modèle en photo. Et pareil pour Truc au carré, c'est le dernier modèle que j'ai tricoté en sa compagnie, un des miens, un de mes designs. J'ai même pas eu le temps de lui montrer porter. Elle l'a vu fini et puis c'est tout. Donc bon, bref, passons. Donc ce test, je l'ai adoré. J'ai beaucoup aimé le faire, j'ai beaucoup aimé la construction. Donc bon, vous pouvez voir que c'est un top. Et à ma grande surprise, je n'avais pas cherché à me renseigner ou quoi. Enfin, je me suis dit, allez, c'est bon, je me lance, j'ai ce qu'il faut. Il se commence par le bas. Donc, on commence par ce joli petit bord à dents de chat. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, cette bordure. Et c'est en fait un bord doublé. Donc, on tricote X centimètres, on fait des jetés, on tricote X centimètres, on referme et ça fait les dents de chat. Pas de secret, hein, c'est une technique qui est disponible partout sur YouTube. Donc vous pouvez la faire sur n'importe quel projet, ça apporte cette petite touche de fantaisie qui est assez sympathique. Et puis on remonte, on fait tout un système de diminution réparti partout autour du corps. Et on s'arrête dans le dos avec un I-cord. Donc là j'ai fait un I-cord que j'ai fait avec des aiguilles beaucoup plus petites que ce qui était recommandé. Parce que bon, comme toujours, moi les I-cords je les tricote très très lâches. Donc si je veux obtenir exactement la dimension qu'on est censé obtenir, il faut que je tricote très serré. Et encore, en fait ça s'est un peu détendu. Donc soit ça s'est détendu, soit ma perte de poids fait que c'est plus assez serré. Je pense que c'est un peu des deux. Et bon voilà. Mais je m'y attendais, ça ne me surprend pas plus que ça. Et ensuite on continue le devant. On fait chaque bonnet individuellement, sachant qu'ici pour avoir un joli décolleté, on croise les mailles comme on ferait des torsades en fait. Donc on croise une fois les mailles et ça fait un joli V, un joli décolleté qui est très renforcé. Et il reste plus que les bretelles à faire, donc on continue avec, alors c'est une espèce de double knitting. C'est-à-dire qu'on tricote, on glisse des mailles et ça fait ce tube en fait, comme un gros I-cord, qui est très sympa. J'avais jamais fait, je connaissais la technique mais je l'avais jamais fait parce que je me dis oh ça doit être chiant à faire. Puis bon bah là j'avais pas le choix, c'était dans le patron. Et ben c'est pas si chiant que ça à faire et puis ça donne un joli résultat, pas mal du tout. Je pense que je réutiliserai cette technique dans un gilet ou je sais pas, on verra. Mais très intéressant, puis ça permet d'avoir un support sur les bretelles, donc c'est plutôt sympathique. Et ensuite on fait cette espèce de pieuvre, donc cette petite pièce, et puis les bretelles c'est la même chose que celle-ci en plus fin, et on fait qu'on accroche au fur et à mesure.
Et voilà. Moi, ce qui m'avait particulièrement intéressé sur ce modèle, c'était le dos, donc cette espèce de pieuvre là. Je trouvais ça très intéressant de voir comment elle avait fait, ça me titillait. Et voilà, c'est pour ça que je me suis dit, tiens, je vais tenter. Bon, après, les rayures. Alors, le modèle, normalement, se fait avec un écheveau de sport ou DK, je sais plus. Ça doit être de la DK. Et un écheveau de fingering. Enfin, on alterne matière, enfin, on alterne grosseur et couleur. Ou pas, comme on veut. Et c'est pas mal. Donc ma fingering, c'est la blanche. Ma DK, c'est la orange, qui est une sport, mais en fait qui gonfle énormément. Donc ça revient à une DK. Et c'est plutôt sympathique. Alors c'est pas passe-partout, surtout dans les couleurs que j'ai choisies. La blanche c'est de la jolie de Milly, c'était son coloris d'Halloween d'il y a je sais plus quand. C'était comme licorne, quelque chose comme ça. Et la orange c'est de la Rosy Green Wool je crois. C'est un échou qu'on m'avait offert, dont je ne savais pas quoi faire. Et je suis assez contente d'en avoir fait un top. Alors oui, du coup ça fait un top d'été en laine. Je voulais voir si c'était agréable à porter. Alors, c'est pas désagréable. Ça se porte, il pousse bien le corps. Euh, voilà, je l'ai porté une fois pour voir justement s'il fallait que je resserre les bretelles ou quoi, parce que j'avais l'impression qu'elles se détendaient un petit peu. Donc oui, il faut que je les resserre de quelques rangs, mais bon, ça je pouvais pas le savoir avant d'avoir fait les bretelles et de l'avoir porté. Donc il va falloir que je les resserre un petit peu. Et mais bon, ça tu peux pas le savoir. Enfin, je me suis jamais fait des trucs à bretelles, donc j'ai jamais su vraiment combien de bretelles il fallait que je le fasse. Et j'ai pas des épaules si larges que ça, finalement. Et c'est pas chaud. Enfin, on meurt pas de chaud en portant de la laine l'été. Mais je trouve que ça prend pas la transpiration aussi bien que le lin ou le coton ou le bambou. Bah là, comme celui que je porte, il est en bambou par exemple, je le trouve plus frais à porter que ma laine, enfin que celui en laine. Alors, je vais le porter, ça pose pas de problème, mais c'est pas ce que je préfère. Mais c'était une expérience à faire, je voulais savoir, maintenant je sais. De moi-même, j'irai pas vers de la laine pour faire un top d'été. Donc dans mes prochains designs, il n'y aura pas de design en laine, à moins que ce soit à mi-saison avec des manches, voilà. Mais c'est pas mon truc. Mais bon, somme toute, c'est assez intéressant. Alors, pourquoi je l'ai testé aussi? Parce qu'elle propose des ajustements. Vous le savez, je tiens énormément aux ajustements. Je tiens à ce qu'on puisse avoir un choix dans la taille de poitrine, dans la taille des hanches. Enfin, voilà, je tiens à ce qu'on puisse avoir au moins le choix de la taille de poitrine. Ce modèle est taillé, gradé selon la mesure d'eau. Donc, Anaïs a un système assez similaire au mien. Elle fait selon la mesure d'eau. Elle propose 4 poitrines différentes. Ça correspond en fait à mes options, c'est-à-dire que moi j'ai une option 1, option 2, option 3, et puis si on a plus petit, je vous propose de sucrer l'option. Bon bah là c'est à peu près la même chose, elle a 4 options sur le même principe de répartition de tissu. Voilà, donc je savais que je mettais les pieds dans quelque chose qui était, comment dire, j'allais dire correct, mais c'est pas le mot que je veux, qui était en adéquation avec ce que moi j'aime tricoter pour mon corps. Voilà. Parce que correct, non, pas spécialement, mais voilà. Qui était comme ce que j'aime tricoter. Voilà. Pour vexer personne. Voilà, c'est plutôt pas mal. Donc je lui ai donné quelques petites remarques au sujet de ce top parce que... Alors attendez, je vais l'enfiler, je reviens. Voilà, comme ça vous voyez porter. Alors, donc moi j'ai besoin de resserrer les bretelles de 5-6 rangs. Donc je vais tout simplement couper et faire un grafting ensuite pour rattacher les bretelles ensemble. J'aime le porter avec ou sans soutien-gorge. La fois où je l'ai testé sans soutien-gorge justement pour voir si c'était agréable même sur les seins parce qu'on est plus sensible à ce niveau-là. Mais voilà ce que ça peut donner sur moi. Donc attendez, je remonte les bretelles que l'on voit pas. Voilà, c'est censé faire ça. Mais bon, sans soutien-gorge, c'est quand même mieux pour cette bretelle-là, c'est pas aussi joli.
Parce que si je n'ai pas, si je resserre pas les bretelles, le truc tombe et on voit le dos de mon soutien-gorge. Désolée, je suis pas bien douée. Et du coup, en fait, s'il retombe trop bas, ça marque, là vous voyez, bon allez, on marque, allez, j'ai un bourrelet dans le dos, comme plein de gens. Et si ça tombe trop bas, ça finit par marquer le bourrelet parce que les diminutions qui sont dans le dos, elles tombent trop bas sur mon bourrelet. Donc il faut vraiment que je le remonte. Et là, il tombe bien. Et ça marque pas outre mesure mon bourrelet, hein, selon le mouvement que je fais. Mais voilà, vous voyez, j'ai besoin de resserrer mes bretelles. C'est un détail. Bon, j'aurais dû le prévoir. J'aurais dû prévoir que la laine ça se détend, que c'est pas comme le lin ou le bambou et que bon voilà, le lin et le bambou tu tires une fois, t'as la bonne longueur, ça bougera plus. Là tu tires, ça se détend quand même. Donc voilà, je suis assez contente. Donc ça fait quand même une assez bonne aisance, hein. C'est vraiment une coupe... Bon je suis désolée avec la jupe, ça va pas du tout par contre. Ça fait vraiment une coupe en A, oui en A, très très prononcée. Donc après elle a du coup pris en compte mes remarques par rapport au bourrelet de dos et elle a changé le système de diminution pour que ça tombe vraiment pile poil au milieu, enfin au niveau de la mesure dos telle qu'on la prend. Particulièrement pour les grandes tailles, pour les gens à bourrelet quoi. On n'est pas obligé d'être grosse pour avoir des bourrelets dans le dos, attention, mais c'est quand même plus courant dans ce cas de figure. Donc voilà, c'était assez intéressant. Du coup elle a fait une autre version assez enfin elle a bien retravaillé sa deuxième version et voilà, elle en a même profité pour ajouter des ajustements de hanches, c'est-à-dire qu'on peut avoir les hanches plus larges ou moins larges que son standard malgré la grande aisance positive qu'on a au bout du corps. Et voilà, j'ai trouvé ça très chouette de sa part de rajouter ça après coup. Enfin voilà, c'était... Enfin voilà, elle a bien pris en compte mes remarques, elles étaient assez sympathiques. Donc bon, on n'est plus vraiment dans la saison des top estivaux, mais je vous le conseille si vous avez envie de quelque chose d'assez rapide à faire. Enfin voilà, je l'ai fait avec du coup 700 mètres de fil, ça déstage 2 écheveaux, enfin en tout cas dans ma taille. Je sais plus quelle taille j'ai fait. Ça correspond à la taille 6 chez moi, mais chez elle, je crois que c'est un XL. C'est ça doit être un XL option... Ah, je me souviens plus. C'est... Ah, je sais pas. De toute façon, je l'ai noté dans ma page Ravelry si ça vous intéresse, donc n'hésitez pas à aller voir. Mais voilà, c'est très très intéressant comme construction. C'est une aisance négative au niveau de la poitrine pour que ça emboîte bien. Chose qu'on ne peut pas faire avec du lin ou du bambou parce que ça étire le fil, alors que là pour la laine elle a une certaine extensibilité, donc ça compense. Mais voilà, c'était intéressant à faire, la construction est sympathique, on peut même le faire beaucoup plus sexy en faisant descendre le V, enfin voilà, on fait ce qu'on veut. Mais bon, moi je vais essentiellement resserrer les bretelles pour que dans le dos il tombe pas trop bas. Mais voilà. Voilà, je me rhabille. Donc voilà pour ce premier projet que j'ai beaucoup aimé faire, qu'il faut que je rattrape en termes de bretelles, mais sinon, voilà, il est très intéressant à faire. En plus, plus ça va, moins on a de mailles puisque on part du bas vers le haut, donc c'est assez... voilà, ça va assez vite. Je l'ai tricoté en une semaine, sachant que je le tricotais quand ma mère était... quand on était tranquille en fait, quand il n'y avait pas de passage de l'HAD ou d'infirmier ou ce que vous voulez. Donc je le tricotais environ 3 heures par jour. Donc oui voilà, ça fait 3 fois 6 jours, voilà, une vingtaine d'heures. Une vingtaine, peut-être le temps de faire les finitions, etc. Peut-être 22 heures. Mais voilà, ça va assez vite, c'est assez chouette à faire. Et voilà, si vous voulez préparer l'été prochain, n'hésitez pas, c'est un bon patron. Elle y offre pas mal d'ajustements et elle est la preuve, s'il en fallait une, qu'on peut être débutant dans le design et vraiment s'intéresser à la morphologie, essayer de faire quelque chose. Donc voilà, c'est un de ses premiers patrons, mine de rien, hein, elle n'en a pas beaucoup. Et celui-ci est vraiment très travaillé. Donc voilà. Je te souhaite bon courage Anaïs si tu me regardes. C'est sur une jolie voie et j'espère que tu continueras dans cette voie-là.
Voilà, donc il s'appelle Vainé, il est sur Ravelry depuis un mois au moins. Mais voilà, je me rattrape et je vous en parle aujourd'hui. Désolée pour les photos, ça va venir. Hein. Faut juste que je me fasse je me fasse violence et que je prenne les photos et que je pense pas quand je prends les photos. Voilà. Deuxième modèle, cette fois on va passer à mes modèles, à mes designs. Je vais vous parler de multi-trucs là. J'en ai 3. Alors, multi-truc à la base, c'était un châle que je voulais à un écheveau. Parce que vous le savez, tous les ans, j'essaie de proposer un châle ou un col qui utilise un écheveau de fingering de 400 mètres environ, ou 450, 500, enfin bref. Les solitaires qu'on a dans nos stages, je pense qu'on est assez nombreuses dans ce cas-là. Et voilà, à la base, ça devait être un châle, tout bête, et puis c'est tout. Donc ça devait être le blanc. Et puis, pendant que je tricotais cette version, qui a des perles, je pense que vous les voyez, j'adore les perles, j'en beurre partout en ce moment et c'est pas fini. Je pense que ça va devenir une marque des fabriques par défaut d'avoir des perles, un design sur 4 à peu près. Parce que là pour l'instant c'est le cas. Perles, 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 il y en a partout. Je suis désolée pour les personnes qui n'aiment pas les perles. On n'est pas obligé de mettre des perles. Mais moi, je trouve que c'est vraiment le petit truc qui ajoute une petite touche de perles. Je sais pas. Donc voilà. Donc ça, c'est la version 1. Et pendant que j'étais en train d'enfiler les perles pour la version 1, je me suis dit, tiens, ça serait bien si je pouvais faire comme ça, et puis ça, et puis ça, et puis avec un fil en déca, puis avec un fil de sport, etc. Et si j'en faisais un multi-truc. Voilà, ça finit comme ça. Et j'en ai eu 3 versions. Et puis je me suis dit, c'est trop dommage, il y a des gens qui ont des écheveaux de X mètres, ou qui ont plus, qui ont envie d'en utiliser 2, etc. Et si je proposais la recette? Et c'est comme ça sont arrivées les 4 versions dans le patron. 5 si on compte la version qui est arrivée grâce au test, c'est-à-dire calculer le châle selon les mesures finales qu'on souhaite avoir et déterminer le métrage qu'il faudrait avoir pour faire ce type de châle. Donc voilà, dans la version, il y a la version A, dans le patron, il y a la version A, qui est une version où on a des perles sur les pointes. Alors oui, zoom zoom. J'oublie toujours que je peux faire ça. Voilà, tu les vois les perles sur les pointes là? Là, 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 voilà. Il y a des perles sur les pointes. Pour mettre des perles sur les pointes, c'est tout bête. Il faut les mettre au montage. Car en fait c'est un châle qu'on tricote du bas vers le haut. Donc on a les rangs longs dès le départ. Comme c'est de la dentelle en général ça passe assez vite. Et ensuite on fait que des rangs raccourcis jusqu'en haut et du coup ça passe très vite. Donc c'est vraiment un châle qu'on peut faire en une petite vingtaine d'heures. Et du coup donc pour mettre des perles sur les pointes on les met au moment du montage. Donc on enfile des perles sur la laine. Et on fait son montage en glissant la perle au bon moment, au bon endroit. Donc j'ai tourné un tuto spécifiquement pour ce montage là. Parce que comme on est sur de la dentelle, on a besoin d'un montage bien extensible pour que le blocage se passe sans problème. Et en même temps, il faut pouvoir intégrer la perle. Donc j'ai bidouillé un montage extensible sur lequel j'ai intégré un montage à perles et j'ai mixé les deux pour pouvoir avoir un montage extensible à perles. Voilà. Donc c'est dans le patron, hein. Il est directement lié dans le patron. Donc cette version, elle a des péperles entre deux motifs, elle a des trous sur fond de jersey et elle a un rabat en dentelle à trous tout simple, tout bête. C'est une version que j'ai tricotée avec de l'alpaga que j'avais acheté à Felletin l'an dernier à la filature de la Bardine ou quelque chose comme ça. C'était un tout petit stand qu'il y avait dans l'entrepôt où il n'y avait pas grand chose, il y avait beaucoup de vêtements à vendre, etc. Puis il y avait ce petit stand qui vendait de l'alpaga noir et enfin c'était du naturel, il y avait du noir, du crème, enfin du blanc, et il me semble qu'il y avait du gris, et j'avais craqué sur la naturelle. Et je m'étais dit, si jamais je retourne à Felletin et qu'elle est encore là, je lui reprendrai parce que c'est très très doux, c'est tout mousseux. Enfin voilà, ça m'a fait du coup une version toute légère, toute... Et alors avec les perles dorées, je trouve que ça rend très bien. Ça fait, voilà, ça me fait une version précieuse, on va dire, je trouve. Enfin, voilà. Et ça, c'est la version A. Pour la version B, je me suis dit,
faut encore des perles. J'ai pris de la Déca, donc là c'est de la laine amourée, la base Flora. Et c'est le coloris Vif d'Or que j'avais acheté à CSF il y a 2 ans, 3 ans, je sais plus. Que j'avais acheté sur un coup de cœur parce que c'est une base avec du yak et de la soie. Donc c'est une base qui n'est pas vraiment donnée, je crois que c'est 26 ou 27 euros les chevaux. Et voilà, j'ai craqué mais j'ai pu en prendre que 2 ou 24, je sais plus, enfin relativement cher quand même pour faire un pull. Et je voulais quand même en acheter, donc j'avais pris 2 échevaux sans savoir ce que j'aurais pu en faire. J'en ai fait un multi-truc avec des perles, mais là sur la partie jersey, ça fait un nuage de perles. Et il y a une perle sur chaque pointe, comme la version A. Je sais pas si vous pouvez les voir, il y a des perles. Donc là c'est pareil, montage avec perles, dentelle sans perles, et ensuite on fait des rangs raccourcis en jersey avec en infilant des perles en quinconce pour obtenir ce résultat. Petit rabat de dentelle pour éviter que ça revolte de trop, et petit rabat en picot. Celui-là il a des picots. Alors je sais d'habitude normalement les picots on les met en bas, mais moi j'avais envie de les mettre en haut. Pourquoi pas? Après tout, quand on porte un châle on voit le haut et le bas. Donc là du coup ça me fait une version un peu plus automnale qui se mariera très bien avec tous les petits manteaux d'automne, les petits trench coat et tout. Elle est impeccable. Et du fait d'avoir des perles partout sur le jersey, on n'est pas obligé de le placer quand on voit les perles n'importe où, n'importe comment. Ça s'accroche dans mes aiguilles double pointe. J'avais pas pensé à ça quand je me suis coiffée ce matin. Voilà. Donc j'aime beaucoup cette version aussi. Elle est très douce. Enfin en même temps voilà, vu la base, la couleur est vraiment impeccable pour l'automne. Et j'ai enfin pu détacher ces 2 écheveaux. Donc ça représente 450 mètres. Là aussi j'avais 450 mètres. 450 mètres. Et le dernier que je voulais offrir à ma maman. Et puis bon bah, pas pu. C'est fait, il a été fait avec une laine fil et main qu'on m'avait offerte il y a 2 ans. Voilà, quand je vous dis que j'ai réellement un roulement de 2 ans dans tout ce qu'on m'offre, voire plus, c'est pas vraiment des conneries. Hein. C'est que dans ce que j'achète même. Hein. Mais je mets beaucoup de temps à tricoter certaines choses que je ne sais, enfin, qu'on m'offre mais dont je ne sais pas quoi faire parce que je n'avais pas prévu de les avoir. Donc c'est une laine fil et main, c'est un... C'est pas du mérino, c'est... Je sais plus, enfin, c'est écrit sur la page Ravelry. Donc là c'est pareil, c'est la même construction. Cette fois on fait les pointes sans perles. Puis moi j'ai fait un V de perles multicolore. Voilà, donc j'ai des perles bronze, noires, vertes. Enfin, ouais si on veut. Et ensuite on fait les rangs raccourcis en point mousse pour changer. J'avais envie de faire, parce qu'en fait à la base je voulais faire un rabat en I-cord en haut, et pour qu'un rabat en I-cord ne roule pas il vaut mieux qu'il y ait du point mousse avant, donc j'ai fait tous les rangs raccourcis en point mousse. Et celui-là il est beaucoup plus long parce que le point mousse et le fil se sont étalés. Ils ont gonflé mais en s'étalant plutôt qu'en augmentant, et du coup il est assez long. Et avec le reste des fils, j'ai fait des pampilles. Je le trouve terriblement bohème. C'est mon préféré du lot. Je suis sûre que ma mère, elle l'aurait adoré. C'était tout à fait son style. Et bon, moi en plus, il me pique beaucoup trop. C'est de la laine quand même assez rêche, assez sèche. Et moi, je suis assez sensible. Donc je savais qu'il n'était pas pour moi, même si je l'aime beaucoup. Voilà. Et là, on a plutôt une version hiver. Il est très enveloppant, très doudou, très épais. Et ma mère l'aurait adoré. Je suis sûre de ça. Et je lui ai pas montré parce que je voulais lui faire la surprise. Et puis bah, voilà. J'ai fini juste avant. Je devais partir le vendredi. Ma maman est décédée le lundi juste avant. Et j'allais l'emmener avec moi pour lui montrer et lui offrir. Et puis ben voilà quoi.
je sais pertinemment qu'elle l'aurait pas porté. C'était vraiment pour lui faire un cadeau. Et puis, vous savez bien, quand les gens sont en fin de vie comme ça, on se met des œillères, on se dit mais non, elle va s'en sortir, elle va y arriver. C'est pas comme tous les autres gens, elle est plus forte. Enfin, je sais pas. On se voile un peu la face. Et puis du coup, j'avais fait ce châle en me disant voilà, quand elle ira mieux, elle pourra le porter. Enfin voilà quoi, je pense que comme beaucoup de gens, on se donne des espoirs. Puis ben voilà, du coup je me retrouve maintenant avec un châle que je peux pas porter parce qu'il me pique trop. Et voilà. Enfin bref. La vie. Oh c'est joyeux comme podcast, je suis désolée. Enfin bon. Et donc voilà mes multi-trucs. Donc la version rouge c'est la version C. Donc la version A est prévue pour la fingering. Donc en fait j'ai fait 3 versions qui sont toutes prêtes. Que vous avez juste à faire l'échantillon pour vérifier qu'effectivement vous avez plus ou moins le même échantillon de dentelle. Et normalement vous devriez avoir assez de laine pour le faire entièrement comme indiqué. Donc version A fingering, version B en DK, version C en sport. On peut interchanger les détails, c'est-à-dire que si on veut mettre des perles sur tout le fond de la version A, on peut. Enfin voilà, on peut mélanger les versions, c'est pas gênant, mais chaque version en fait a été calculée en nombre de mailles, de répétitions, etc. selon le fil et selon l'échantillon qui est donné par ce type de fil. Donc en fingering, il est plus que probable qu'on arrive facilement à obtenir ces échantillons, en DK pareil et en sport pareil. Et puis pour le cas où quelqu'un voudrait le faire avec par exemple que 400 mètres ou bon, 350 mètres je vous le recommande pas, hein. Ça fait vraiment ça ferait un petit châle ou un châle pour enfants, ça peut être une bonne idée aussi de faire des petits châles pour les enfants. Avec un écheveau de 360 mètres là par contre vous pouvez y aller sans problème. Ou que quelqu'un avait envie de le faire avec 600 mètres, ou, enfin voilà. Je donne la recette complète et détaillée du châle, comment calculer chaque partie du châle. Parce que le châle en soi n'est pas compliqué, mais pour l'adapter à un métrage, là ça se complique. Et durant le test, les filles m'ont dit oui mais écoute moi j'aurais aimé qu'il soit un peu plus profond, comment je fais pour calculer etc. Donc elles sont parties un peu en live toutes seules, elles ont fait leur tambouille etc. Je les ai laissées faire et puis on a fait le point et puis voilà on s'est rendu compte que finalement ce serait peut-être intéressant aussi de dire écoute moi je veux un châle de cette taille là, de cette envergure là, voilà je veux ces mesures là, comment je fais, enfin, je calcule combien de mètres il me faut pour faire cette envergure là et à partir de là je peux calculer selon la recette donnée. Donc j'ai rajouté ce calcul aussi, donc c'est version plus profonde, je sais plus quoi, je sais plus comment je l'ai appelé. Et donc là c'est pas le métrage qui va vous lancer dans le châle, c'est la taille finale du châle que vous souhaitez obtenir et en fonction de ça, vous allez calculer un métrage et il vous restera plus qu'à trouver dans votre stash le dit métrage. Alors que la recette c'est plutôt vous avez tel métrage dans votre stash et vous voulez absolument l'utiliser pour faire le châle jusqu'au dernier gramme, comment je fais, voilà. Donc il y a les 2 recettes, les 2 façons de voir, plus les 3 recettes originales que vous pouvez mixer. Voilà, j'espère que vous n'avez pas perdu. Donc voilà pour multi-trucs, c'est la version on va dire demi-cercle de multi-trucs. Pour être franche, j'avais prévu un multi-truc demi-cercle, un multi-truc triangulaire, un multi-truc carré, un multi-truc cercle. Et bon, j'avais pas le temps, voilà, à la base je vais faire un seul châle. J'en ai fait 3, donc j'ai perdu du temps. Et, mais bon voilà, je suis très contente de les avoir tricotés tous les 3, j'aime les 3 versions, j'aime la créativité qui se cache derrière ce modèle. On peut vraiment faire tout ce qu'on veut, il suffit juste de laisser faire son imagination. Et voilà, j'aime ce modèle pour cet élan de créativité qu'il peut vous donner, qu'il peut me donner aussi. Donc voilà, peut-être que l'année prochaine je ferai multi-truc version triangulaire ou carré ou quoi, ou dans le même esprit, mais enfin le même genre de châle multi-version, mais avec un autre motif, ou enfin voilà. J'aime beaucoup ce principe de petits châles qui déstagent, de petits châles qui utilisent le métrage, enfin voilà. Donc j'espère qu'il vous plaira. Qui vous sera agréable à faire. Et puis voilà, si jamais vous avez un petit doute sur vos calculs, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse support qui est dans le patron. Comme toujours, je réponds quand j'ai le temps. Enfin, quand j'ai le temps. Maintenant j'ai un peu plus de temps, mais là c'est vrai que cet été, je suis désolée, j'étais un peu pas très présente pour
pour le support, je répondais vraiment très en retard parfois. Enfin, parfois je mettais 2-3 semaines à vous répondre. Là, en théorie, maintenant, il n'y a plus rien qui m'empêchera de répondre. Mais voilà, je suis désolée pour ce petit intervalle de panne. Panne de temps. Mais voilà, s'il vous plaît, si vous aimez mettre des perles, même sans perles, il peut être fait sans perles. Voilà. Moi, c'était vraiment histoire de caler cette obsession de perles. Je me suis dit, tiens, si tu fais 3 châles avec plein de perles, c'est bon, après, tu n'auras plus envie de mettre des perles. Tu parles. J'en ai mis sur mon pull, j'ai un encours là où il y a encore des perles. Enfin voilà, je crois que ça y est, c'est fichu. Les perles, je m'en beurrai partout dès que j'en aurai l'occasion. Dernier design que je vais vous montrer, et je vois que la batterie est clignote. Haha, on va changer la batterie alors, et puis je reviens avec le prochain design. Ben voilà, avec une batterie qui j'espère tiendra un peu plus longtemps. J'ai pas vérifié d'ailleurs combien de batterie il y avait. Enfin bon, elle a l'air pleine. Espérons que ça tienne. Alors, dernier design que je vais vous montrer aujourd'hui. Mon pull truc au carré. Tada! Alors, mon truc au carré est un pull qui a un motif de losange. C'est pour ça qu'il s'appelle truc au carré. C'est pas moi qui ai choisi le nom. Et c'est un pull qui a été créé dans l'instant même d'une vidéo. C'est-à-dire que j'étais en train de tourner pour les patronettes. Je tourne environ 2-3 fois par mois. Parfois plus, parfois moins. Et 3-4 fois par mois plutôt. Et à chaque fois je leur explique en long, en large et en travers comment je fais, pourquoi je fais, qu'est-ce que je fais, quelle réflexion j'ai, etc. Et j'avais l'échantillon de ce pull dans les mains et je leur expliquais que bon voilà, j'ai fait cet échantillon, j'ai mis une perle au milieu du losange, j'aime beaucoup, mais je sais pas ce que je vais faire avec encore. Et puis je venais de finir, je sais plus si j'étais en train de finir ou en train de presque terminé ou si j'avais fini, enfin bon bref, truc adoré, mon gilet en raglan. Et je me suis dit, ah mais ça serait pas mal d'avoir une ligne comme ça avec les perles qui passent sur une ligne de raglan et tout. Et puis j'ai fait banco, c'est ça que je vais faire. Et puis bah voilà, c'est ce que j'ai fait. Donc l'idée est d'arriver pile poil pendant un live quoi, enfin un live en vidéo. Et j'ai l'impression que le son il est décalé, j'espère que non. Enfin bref, peu importe. Et donc du coup, j'ai relancé un raglan alors que j'aime pas tricoter les raglans. Je me suis ennuyée comme un rat mort, hein, on va pas vous mentir. Hein. Je déteste tricoter ça. Et une fois que le raglan était fini, c'était liberté. Voilà, j'ai pu avancer le corps tranquille, etc. Donc c'est un pull que j'ai voulu avec plein de détails parce que mon mari, il est très déçu quand il n'y a pas de détails. Mon mari, c'est mon photographe officiel, hein. Photographe pandatesque officiel, et qui est très très mal payé pour ses heures, comme il me dit. Et souvent, quand on prend les trucs en photo, il me fait ouais, il n'y a pas de détails, je ne sais pas quoi prendre, gna. C'est toujours pareil. Bref, la routine du photographe pandatesque, pas très content. Et je lui ai dit, bah écoute, la prochaine fois que je fais un design, si tu veux, je te mets des détails partout, comme ça tu sauras plus quoi photographier. J'ai fait le truc au cas. Donc je vais l'enfiler, j'espère que ça va passer avec mon top en dessous. Ah, c'est vraiment pas la meilleure des coiffures pour tourner un podcast. Hop. Hop là. Et j'en ai beurré vraiment partout. Ouais, un peu limite avec le top. Ah, est-ce que ce serait pas le... Attendez. Non, il n'est pas activé. Je sais pas pourquoi il plantouille. J'espère que ça le fait pas en vrai. Donc, tada. Des détails partout, c'est-à-dire que mon fameux losange avec la perle au milieu, il court tout le long du corps, tada, jusqu'en bas. Il y a des perles hein, jusqu'en bas, partout. Il y en a sur la manche, pareil, et il y en a dans le cou. J'ai mis 3 motifs, c'est encore planté. Là, j'ai mis 3 motifs ici. Histoire de bien compliquer les choses. J'aime bien compliquer les choses. Est-ce que j'ai mis à l'endroit? Ouais, j'ai rien. Donc c'est un pull à encolure assez haute, elle est encolurée ronde. Bon, puis là en plus avec le top en dessous, ça fait double peine.
qui peut être rabaissé. Hein. Si vous avez envie de rabaisser l'encolure d'un pull, que ce soit celui-ci ou un autre, n'hésitez pas à me contacter, on fait ça ensemble. Via le mail support, hein, pas via Instagram s'il vous plaît, via le mail support, comme ça moi je peux vous écrire un roman, faire des dessins, vous ajouter des trucs. C'est pas impossible d'abaisser une encolure, hein. C'est juste ça change tout le reste après par exemple. Parce que si on abaisse une encolure, ça veut dire que la ligne de raglan elle commence plus bas, donc il faut pas qu'elle descende aussi bas que prévu. Hein. C'est ça la logique de la chose. Mais bon, c'est un détail. Donc, ce modèle est fait avec la gradation prenatesque, avec l'option poitrine qui est ici pour accueillir les nichons. Et il y a tout un système au niveau des épaules pour aborder, accepter, englober les épaules carrées, rondes, fortes, comme par exemple moi, j'ai pas les épaules carrées, hein, parce qu'une épaule carrée, ce serait plutôt. Enfin voilà, elle arriverait plutôt comme ça mon épaule si j'étais carrée. Moi j'ai plutôt l'épaule floppy, tombante, mais grassouillette. Donc j'ai besoin de tissu à ce niveau-là pour que les mailles elles ne tirent pas ici en fait. Quand on a les mailles qui font comme ça sur une épaule, vous pouvez être sûr que en fait c'est que soit votre raglan il est pas incliné comme il faut pour votre épaule, soit vous avez des épaules trop larges pour ce type de raglan et il faut compenser. Donc durant le test on a particulièrement bien travaillé ce détail et c'était assez concluant. Donc voilà, si pareil vous avez des problèmes d'épaule régulièrement sur d'autres modèles, pas forcément sur les miens, mais voilà, si vous savez que vous avez l'épaule un peu forte, un peu carrée, un peu pointue, enfin voilà, que ça pose problème en règle générale et que vous voulez l'ajustement épaule on va dire, n'hésitez pas, hein. Il y a toujours une solution. Mais je réfléchissais à ça pendant le test, je me suis dit, est-ce que je rajoute cet ajustement dans le guide? C'est pas que je veux pas le calculer ou quoi, je sais le calculer, je connais la formule, je sais comment faire. Le problème c'est que on est tous différents et que du coup si on change l'épaule, il faut aussi en prendre en compte le bras et qu'on a tous un bras différent, ça commence à devenir compliqué. Donc on n'est pas sur de la couture, c'est-à-dire en couture, en général, tu vas rajouter un triangle, tu vas rajouter un morceau par-ci, on va faire une diagonale, machin, tout ça. En tricot, tu peux pas. Tu peux pas le faire comme ça. Tu peux pas dire, ah tiens, je vais enlever un bout comme ça et puis on se démerde comme ça. Non, ça marche pas comme ça. Donc le principe est le même, le problème est le même, mais la solution n'est absolument pas similaire. Sur le principe, c'est la même chose, mais la technique du tricot fait que c'est pas possible de faire comme en couture. Donc voilà, je l'aime bien, ça m'a réconcilié avec le raglan. Le seul souci que j'ai avec ce pull, c'est les petits plis là. Là, celui-là, là. Tu sais pourquoi il est là? Parce que je peux pas le remplir. Tu sais pourquoi? Parce que, et je pense que j'en ai parlé, soit ici, soit sur Patreon, je sais plus, mais quand j'ai fait mon truc adoré, j'avais prévu de perdre des bras. J'ai perdu perdre 1 cm à peu près en 2 mois jusqu'à ce qu'on fasse le photoshoot. Voilà, j'ai pas perdu mon centimètre. Et donc j'étais à 38 cm de bras pour des manches qui faisaient 38 cm de diamètre, ce qui du coup ne me laissait pas d'aisance. Donc ça occasionnait un pli tiraillé, c'est-à-dire on tire un peu sur le tissu. Voyant que j'avais pas perdu des bras, je me suis dit pour le tricot carré qui était le suivant, hein, je me suis dit bon bah je vais rajouter 1 cm d'aisance. Et là, j'ai perdu 2 cm de bras. Donc j'ai des bras de 36 cm et une manche de 39 cm. Enfin, une emmanchure, hein. Ça c'est la manche. Et donc du coup, j'ai un pli. Voilà, ça commence à me saouler. Donc j'ai décrété avec l'homme qu'une fois qu'on a terminé, que j'ai terminé un design, on prend les photos dans les 2 semaines. Obligé. Obligé. Parce qu'après, bah, j'ai des plis. Voilà. Alors c'est pas gênant, hein, c'est pas moche. Enfin si, c'est moche. Mais voilà, je suis une obsédée des plis, hein. Cherche pas. Cherche pas, hein. Mais moi ça m'agace ça. Voilà. Quelle idée d'essayer de perdre du poids. Bon, bref. Et donc j'ai fait en bas des jolis petits arrondis. Je voulais une fente. Je voulais pas une fente voilà, comme ça très serrée.
on voit à peine. Je voulais une fente qui s'écarte juste ce qu'il faut et qui rebique pas, voilà, qui ait un vrai arrondi, que ça fasse pas carré, pas de ligne droite, pas d'angle. Et donc voilà, mes jolis arrondis. C'est très marrant à faire. J'ai fait un tuto à ce sujet qui dure à peu près 15 minutes. Pourquoi? Parce que c'est assez particulier, c'est un arrondi, de toute façon vous vous en doutez, en général ça se fait avec des raccourcis, bon jusque là rien de compliqué. Mais pour relever des mailles ici, sur cette partie de l'arrondi, pour éviter que ça fasse un angle, que ça rebique, que ça cloque ou que ça s'étire de mochement, il faut changer les ratios de relevage sur des toutes petites distances de relevage. Donc j'ai filmé ça pour que vous ayez vraiment maille après maille le relevage impeccable, la petite augmentation qui va bien au bon endroit au bon moment. Enfin voilà, c'est légèrement technique et c'est pas impossible, c'est pas technique. C'est juste, voilà, j'ai tourné la vidéo pour vraiment avoir un support visuel maille après maille, on peut pas se couper normalement. Donc voilà, pour mon truc au carré. Il a été tricoté en Lictus, base Lictus de les laines du scarabée. C'est l'un des clubs que j'avais acheté l'an dernier. C'était l'an dernier que je faisais des clubs? Ouais. Que j'ai acheté l'an dernier, j'avais cette base, j'ai cette base en 2 couleurs, celle-ci qui s'appelle Tout Doucement, qui doit être accessible maintenant, c'est plus une couleur de club. Et j'en ai une autre couleur, donc j'aurai probablement un autre pull en Lictus. J'aime bien la Lictus parce que c'est une light fingering qui fait 500 mètres au 100 grammes, mais qui gonfle tellement au lavage. Alors, moi je trouve qu'elle gonfle, d'autres trouvent qu'elle s'étale. Bon, c'est vrai qu'elle est pas... Elle n'est pas transparente, hein, on ne voit pas à travers, mais c'est vrai que si par exemple je mets un t-shirt noir en dessous par exemple, on le voit. On le voit, on le devine, ça fait sombre. Donc c'est pas tout à fait une fingering, mais on obtient un bel effet fingering quand même. C'est assez intéressant parce que du coup pour 3 écheveaux à 1500 mètres, on peut se faire un pull entier, là où dans un pull en fingering, j'aurais besoin de plutôt 4 écheveaux. Donc c'est rentable. Mais je suis d'accord, on n'a pas le même rendu, c'est plus fluide, plus souple, plus mou. Mais intéressant. Franchement, financièrement, c'est assez sympathique à voir. Donc voilà. Donc voilà, sur celui-là, on s'est surtout intéressé aux épaules, aux encolures. J'ai surtout travaillé les inclinaisons des lignes de raglan, c'est-à-dire que la ligne de raglan, c'est vraiment quelque chose qui passe comme ça. Vous avez tous une diagonale, c'est ici. Et cette diagonale-là, elle est différente pour tout le monde, elle n'est pas inclinée pareil pour tout le monde. Et selon l'épaule en fait qu'on a, si elle est carrée ou pas, si elle est ronde, cette mesure-là, en fait, celle qui prend l'épaule et qui va jusqu'à la fin de la diagonale, diffère. Et c'est cette mesure-là qu'il faut prendre en compte quand on a des épaules carrées, des épaules tombantes ou pas, des épaules normales, etc. Et donc c'est le degré d'inclinaison des lignes de raglan qui fait que on a des épaules qui fitent bien, on n'a pas un devant qui tire ici, on n'a pas un dos qui tire pareil, si on a le dos voûté, etc. ça joue tout de suite. Et donc le pull raglan, en fait tout le monde me dit oui, c'est ce que je préfère tricoter, c'est ce qui me va le mieux, c'est ce qui est le plus simple à tricoter. Bon, j'aime pas ça, mais admettons, personnellement, mon regard sur le raglan c'est facile. Non, si tu veux l'adapter et qu'il soit vraiment pile poil et bien proportionné, que les lignes de raglan soient là où elles doivent être, et ben non, c'est pas si facile que ça. C'est là, pour moi, c'est la construction la plus casse-bonbon de l'adaptation. Parce qu'on est bloqué par 4 lignes, 4 droites, enfin 4 diagonales, et qu'elles doivent être là, qu'elles ne peuvent pas être ailleurs, et que si elles sont ailleurs, si elles remontent légèrement sur le bras, c'est moche, ça fait des plis, ça fait des excès de tissu, ça tire sur les mains, etc. Donc non, 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 moi je trouve que le raglan c'est pas le plus simple, ça a été très très chiant, enfin, j'aime quand c'est chiant à grader, hein. Je suis un peu sadomaso faut croire, mais j'aime quand c'est chiant à grader parce que j'aime trouver des solutions. Et vraiment le raglan, de tous ceux que j'ai pu grader, de toutes les constructions que j'ai pu revoir avec la gradation Panatesque, casse-bonbon, très casse-bonbon. Donc voilà.
Mais bon, ça se fait. Après, je trouve très intéressant d'essayer de chercher l'inclinaison pour ton corps. Ça, c'est très intéressant. Ça, c'est le challenge de raglan. La bonne inclinaison. Autant pour un drop shoulder, le challenge, c'est la bonne pente d'épaule. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes épaules. Autant pour les manches montées, c'est la bonne largeur d'épaule. Que l'arrondi tombe bien sur l'épaule. C'est-à-dire que si on a une ligne là, il ne faut pas qu'elle tombe là. Parce que sinon la manche, elle tombe plus loin et c'est moche. Mais bon, ça personne n'a l'air de le voir, mais moi je trouve ça moche. Et le raglan, le truc compliqué, c'est la ligne. Si la ligne elle n'est pas à sa place, bah il n'y a rien qui va. Et évidemment, on peut être un mix de taille et avoir besoin de lignes d'une inclinaison ici et d'une autre inclinaison dans le dos. C'est pas impossible. Voilà. Et ça j'adore. Ça c'est kiffant, ça, de chercher ce genre de choses. Après je sais pertinemment que tout le monde s'en fout, ou la plupart en tout cas, mais moi ça m'agace de voir des raglans, parce que c'est ce qu'on voit le plus, des raglans qui tombent mal. Des lignes de raglans qui partent sur le bras, des trucs floppy, des plis partout. Bon, je suis obsédée des plis, je sais, c'est ma faute. Donc là, mon obsession principale pour Truco qui reste, c'était la ligne de raglan, elle doit être à sa place, là. Donc voilà, j'ai essayé de faire ça avec les testeuses et avec celles qui avaient envie, hein. Franchement je vais faire ces personnes, mais celles qui voulaient vraiment que le raglan il tombe bien par rapport à leurs épaules, etc. On a poussé les calculs plus loin, on a cherché, etc. Donc, et à la fin du test on s'est dit oui bah tu vois si on avait fait ça, ça aurait été peut-être plus intéressant, etc. Donc il n'y a pas de meilleure solution, on fait essayer pour voir, et puis il n'y a pas toujours la même solution pour deux corps différents. Donc voilà, c'était très très intéressant, et là je commence à vous perdre parce que je suis sûre que je passe pour une tarée. Voilà. Donc voilà pour mes designs sortis. Je vous embête pas plus. Avec mes tricots et ma morphologie, comment on dit, ma morphologie aiguë. Mais oui voilà, bon je suis désolée hein, mais moi la morpho ça me passionne et je pense que plus ça va aller, pire ce sera. Sinon, j'ai terminé deux petites choses. J'ai terminé un bonnet que vous verrez en octobre. Bon, je vous en parle pas. Il s'appelle 5 grammes. Et j'ai terminé mon gilet kimono qui va commencer. Le test va commencer bientôt. Va commencer mardi. J'en fais juste un bras pour vous montrer. Tada! Qu'est-ce que j'aime cette dentelle. Oui, oui, oui. Sur lequel j'ai testé une nouvelle technique de cordelette. Tada! Alors j'appelle ça un kimono, mais attention, c'est pas un kimono, c'est une inspiration kimono. En réalité, c'est pas du tout une inspiration kimono parce que le kimono c'est japonais et que mon inspiration principale vient des tenues traditionnelles coréennes et chinoises. Et donc en Chine, on appelle ça le hanfu, je crois que c'est un F. Et en Corée, on appelle ça un hanbok. Hanbok. Je ne vais sûrement pas dire correctement. Mais voilà, c'est en réalité pas du tout inspiré du kimono. C'est plutôt inspiré de ces deux-là. Et je n'ai pas des grandes manches kimono parce que selon l'époque, les manches, elles n'étaient pas toujours très larges. Voilà. C'est comme si nous, on disait que, je sais pas, le style Louis XIV... avec, enfin non par exemple le style Marie-Antoinette par le mode féminine où elles avaient des choucroutes jusque là, c'était comme ça pendant 15 siècles, on portait que ça, c'est pas vrai, il y a différentes tenues traditionnelles selon les siècles. Bah faut croire qu'en Corée et en Chine c'est pareil. Donc je sais qu'on connaît plus souvent le kimono japonais avec des grandes manches etc, mais moi c'est pas celui-là qui m'a inspiré. Donc voilà, donc lui je vous en reparlerai en décembre, quand il sortira quoi. Voilà. Je suis à la bourre, je vous ai dit, hein, donc il va pas sortir tout de suite. Ce sera le dernier projet fingering de 2020. Ensuite je passe à la sport et à la déca. En cours, j'ai cette petite chose à perles, dont je vous en reparlerai, enfin je vous reparlerai de ça peut-être en décembre aussi, on verra, je sais pas quand ça va sortir. Il est pas du tout fini, il est absolument en cours. C'est un gilet. Comment je peux vous montrer? Voilà, je sais pas, voilà. Bon, il n'est pas du tout, voilà, c'est un gilet. Vous en avez déjà vu un petit bout sur Instagram, en story. Là, je suis en train de faire l'autre côté. Donc vous l'aurez compris, c'est un projet qui s'effectue
de la droite vers la gauche et de la gauche vers la droite en partant du dos. Et je l'aime beaucoup et il y a des perles dessus. Voilà. Il s'appelle... alors du coup, mon kimono il s'appelle Bye Mom parce que c'est Bye de Goodbye Mom pour maman. Parce que c'était un projet que je voulais faire à cause d'elle. On était... Enfin, je suis toujours, mais on était toutes les deux... Enfin, c'est moi qui lui ai mis le nez dans les dramas coréens, les dramas chinois, les dramas thaïlandais, etc. Je lui ai même offert un abonnement à la plateforme Viki, je ne sais pas si vous connaissez, où il y a beaucoup de dramas. Et je pense qu'elle l'a vidé, enfin qu'elle a regardé tout ce qui pouvait se trouver sur cette plateforme. En tout cas tout ce qui était traduit en français, elle l'a regardé. Et bon voilà, c'était devenu une fan inconditionnelle, elle les regardait, enfin elle pouvait regarder 20 épisodes par jour, enfin voilà. Bon, elle était malade, etc. Donc elle n'avait pas grand chose à faire de son temps. Donc j'étais très contente de lui avoir trouvé quelque chose qui la passionnait et qui l'intéressait. Et je ne regarde pas 20 épisodes par jour. Je suis fan aussi, mais je n'ai pas le temps. Donc si j'arrive à regarder un épisode par jour, je suis contente déjà. Parce que je suis comme tout le monde, je travaille, etc. Donc voilà. Mais on avait cette passion commune particulièrement des dramas historiques où on voit les jolies robes, les jolis hanboks, les jolis hanfous, tout ça. Donc fatalement, j'avais envie de faire ce modèle inspiré de ces tenues et je voulais... Enfin, j'allais pas lui offrir parce que je savais que ça, il était pour moi celui-là. Mais parce que de toute façon, elle pouvait pas l'enfiler avec son bras. Mais voilà, ça, j'ai pas pu lui montrer. J'avais monté les mailles en juillet et puis après il a fallu que je termine mes multi-trucs, donc je l'ai mis de côté, etc. Je l'ai appris qu'après sa mort et bah voilà, c'est le modèle qui m'a accompagnée pendant la phase des obsèques, des choses comme ça. Donc voilà, je trouve que le nommer By Mum c'était le bon nom. J'avais pas envie de trouver un nom avec un truc, j'avais pas envie que ce soit quelque chose de drôle. Enfin voilà, c'est mon au revoir. Et le suivant, le rose que je viens de vous montrer en biobalance, il s'appelle Dear M. Parce que ce modèle, c'est comme une lettre que j'ai écrite à ma mère. C'est un défouloir et c'est un truc où j'écris plein de jolies choses et c'est pour ça qu'il y a des fleurs, qu'il y a des perles et qu'il est tout en poésie et enfin voilà, c'est des choses que j'ai pas eu le temps de dire, que j'ai pas pu lui dire parce qu'elle est morte quand j'étais pas là et du coup voilà, c'est très cathartique en ce moment, mes tricots ils sont très très cathartiques et il y aura d'autres trucs mais un peu plus tard. On va passer à cette phase un peu où j'ai besoin de libérer cette peine et c'est un peu cette noirceur aussi que j'ai en moi, enfin voilà, dans mon tricot. Je pense que, enfin pour le coup là on est vraiment dans du créatif cathartique. Donc je sais pas ce que ça donnera, je sais pas si ça vous plaira, je sais pas si ça me représentait vraiment ou quoi, mais j'avais besoin de ce genre de tricot là maintenant tout de suite, donc il va y en avoir plusieurs comme ça dans les mois à venir. Ils vont pas tous s'appeler... ils vont pas tous avoir un nom en rapport avec ma mère ou quoi, mais voilà, ces deux-là, je tenais à ce qu'ils s'appellent comme ça. Donc voilà. Ensuite, j'ai beaucoup de choses. Là, Heidi, je sais pas si on dit Heidi ou Heidi, Idea Burgundy que j'ai acheté il y a pas très longtemps, c'est mon prochain. Là, on a un petit mélange de fingering et mohair. Deux petits solitaires que j'avais en stock qui vont parfaitement ensemble. Ça aussi, c'est pour bientôt. Ensuite, là, on a de la Madeleine et Philibert en sport. Ça sera un joli petit top pour ce printemps. Ça, c'est des torsades. J'espère que vous aimez les torsades parce que je vais faire pas mal de torsades. Là. Et ils sentent bon. Ça sent la lessive à laine, la jasmin, j'adore ça. Je peux la sniffer, c'est pas possible ça. Ça sera un gilet pour cet hiver. Et j'ai aussi cette petite chose à speckle parce que les speckles c'est la vie et que là il n'y avait pas de speckle. C'est mon seul projet speckle dans les 6 prochains projets. Il fallait que j'ai des speckles. C'est de la pelote vagabonde. Là on a de la boucle laine. Et là on a deux couleurs mais je vais prendre que la rose pour faire des chaussettes parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait des chaussettes.
un patron par an à peu près que je fais. C'est pas beaucoup. Donc j'en ai gradé un tiers déjà. Je vais grader le reste dans la semaine qui vient. Pourquoi je grade tout d'un coup? Tout simplement parce que, comme je vous ai dit, je vais déménager. Bon, probablement novembre. Mais du coup, il faut vraiment que je prépare en amont. Parce qu'un déménagement, c'est 3 semaines de perdu. Et c'est une maison qui a besoin de beaucoup de travaux, donc je vais encore perdre du temps. Donc tout ce qui est gradation, je le fais maintenant. Je note tout et ensuite je n'ai plus qu'à tricoter. Voilà, comme ça c'est fait. Ça me fait ça de moins à faire. Voilà, pour les tricots. Ah si, je vais aussi reprendre Dilemma. Je sais pas si vous vous souvenez de lui, je pense que je vous en ai jamais vraiment parlé. Dilemma, c'est un gilet que j'ai fait tester il y a presque 2 ans maintenant, qui n'est jamais sorti. Il est en air de lune, c'était 5 écheveaux solitaires d'air de lune. C'est le parfait projet pour les écheveaux solitaires. Et c'est du point tissé. Et je voulais une veste. Désolée, j'ai plus de place. Décidément. Alors, donc Dilemma, c'est une veste que j'avais créée au point tissé de manière à ce que ça utilise des écheveaux solitaires. Donc on a 5 couleurs dans mes rayures, ça fait des rayures de loin, mais en réalité ça fait des choses très... ça fait du tissé quoi, ça fait comme du tissage. Voilà. Et ce modèle je ne l'ai jamais sorti, tout simplement parce que le test n'a pas été concluant. Dans le sens où j'avais, je sais plus, j'avais une quinzaine de testeuses et à peine la moitié ont fini le gilet. Je leur avais laissé 6 mois et à la fin des 6 mois, j'avais à peine cette testeuse qui l'avait fait. Pour plusieurs, ça leur avait fait mal aux mains, etc. Donc, n'ayant pas assez de retours sur ce modèle, j'ai décidé de ne pas le sortir. Bon, c'était au tout début où je commençais ma gradation pentatesque et aujourd'hui ça va pas. Il faut que je reprenne le col. Je voudrais lui inclure les cordelettes. Donc tout ça, enfin là ça je vais le défaire. Je vais refaire l'encolure parce que maintenant je sais mieux faire. Et je vais corriger ça pour que la veste tombe comme je voudrais qu'elle tombe. C'est-à-dire que voilà, j'aimerais que les pans de devant soient mis comme ça. Bon là je vous le fais à l'arrache mais enfin voilà, qu'il soit face à face, noué et du coup que l'encolure ne baille pas, ne tombe pas ou que ça fasse des biais comme ça m'intéresse pas. C'est pas ce que je veux pour cette veste. Donc ça je vais le refaire et je vais aussi faire la version pull parce que j'ai prévu une version pull, donc une version tissée pareil mais croppée et sans le col V. Donc j'aimerais bien reprendre, ça y est, j'ai envie de le refaire. Donc je vais reprendre ça et je vais aller faire tester la version pull, donc avec d'autres testeuses qui n'auront pas 6 mois cette fois, hein, parce que je pense que 6 mois en fait c'est beaucoup trop long, les gens se relâchent. Et déjà 3 mois, au bout de 3 mois, les gens se relâchent, se disent qu'ils ont le temps et tout ça. Et puis à la fin ça speed, ça se fait mal aux mains. Et bah, c'est pas concluant, c'est concluant pour personne. Et du coup le modèle en pâtit. Donc je vais refaire cette encolure comme je la veux exactement. Donc je n'ai pas grand chose à les faire, je vais juste la refaire. Et ensuite viendra, je ferai le pull et viendra le test, la deuxième phase de test qui sera, comment dire, ce sera la même gradation, ce sera le même modèle. Enfin, quand je vais faire tester le pull en fait je vais survalider la version gilet. Il y a des choses qui sont... par exemple des lignes de raglan, je sais qu'elles sont comme ça, voilà, je sais que ça va fonctionner, qu'il n'y a pas besoin de le refaire mieux. Donc tout ça je vais le corriger et quand je ferai tester la version pull, je validerai la version gilet un peu plus que ce qu'elle n'est déjà, que ce qu'elle a déjà été validée. Voilà, je vais y arriver. Donc voilà, il y aura probablement Dilemma qui sortira l'an prochain. C'est un projet long, hein. Le point tissé c'est long, mais ça a le mérite de détacher beaucoup d'écheveaux solitaires d'un coup et de faire des jolis rendus selon les couleurs qu'on utilise, 2, 3, 5 comme moi. Donc la version pull, là je vais en utiliser 2 couleurs pour voir ce que ça donne, avoir cet effet un peu chiné. Très intéressant. Donc c'est littéralement un projet qui attend depuis 2 ans.
et qui va attendre encore quelques mois le temps d'être finalisé. Mais voilà, c'est un projet qui me tient à cœur. Je sais par exemple que j'ai une amie qui l'a testé et le sien elle le porte régulièrement. Elle le portait encore la dernière fois, enfin pas la dernière fois qu'on s'est vu, mais quand on est allé à un salon ensemble elle le portait et il était super joli, il lui allait très bien. Donc je sais qu'il est gradé, qu'il est bien gradé, mais j'ai pas eu assez de retours de testeuse pour me dire ok, là c'est bon, tout est validé partout. Donc je l'ai pas sorti. Déontologiquement je pouvais pas. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas sorti. Et puis comme j'ai des petites choses à rajouter dessus, autant l'améliorer, faire le pull et tout sortir d'un coup. Voilà. Voilà pour le tricot. Pour rester dans la laine, j'ai pas acheté de laine depuis 2 mois. Je vais pas en acheter pendant un bon moment. Parce que faut que je paye une maison maintenant et puis surtout que j'en ai plein et j'ai beaucoup de travaux à faire, dont mon atelier. Donc d'abord on va payer l'atelier et puis ensuite on paiera de la laine. Mais j'ai quand même reçu ces jolies petites choses qui est un cadeau. Du jaune, tiens, dis donc, c'est bizarre. Un petit rayon de soleil qu'on m'a envoyé il y a quelques semaines. C'est de la Vulcania. Nouvelle marque. Hop. Je vais la tenir, ça ira plus vite. Hop là. Vulcania, c'est tout nouveau, tout beau. Enfin, nous, ça fait... Enfin, nous. Sur mon groupe de test sur Slack, ça fait des mois déjà qu'on en voit. Mais elle s'est lancée il y a 2-3 semaines, quelque chose comme ça. Donc c'est Chi, je sais pas si vous voyez qui c'est ma testeuse grande taille par définition, qui porte toujours à merveille tous les modèles qu'elle tricote de moi et qui fait toujours une pléthore d'ajustements qui fonctionnent très bien. Et voilà, j'aime beaucoup quand elle teste pour moi parce qu'elle est la preuve, s'il en fallait une, que on peut être, allez disons le gros mot, on peut être grosse et avoir des tricots qui te vont parfaitement, qui te mettent en valeur et qu'on peut oser tricoter des choses pour soi sans avoir peur qu'on voit mon bourrelet, mon ventre, mon machin. Voilà. J'aime quand il y a des grandes tailles qui testent pour moi, qui prennent des photos et qui ont le smile quand elles prennent ces photos parce qu'elles sont bien dans leur pull ou dans leur gilet. Et voilà, ça change beaucoup de choses pour moi. Donc c'est une de mes testeuses de cœur, on va dire. Et du coup, elle s'est lancée dans la teinture en activité secondaire, on va dire. Et elle m'a envoyé ces jolies petites choses. Donc c'est le coloris Sunshine et c'est de la Stellina argentée. Je crois. Ou doré, je vois pas clair. Non, c'est doré. Enfin, c'est joli, dans tous les cas, ça brille. Merino Nylon Stellina. Je ne vais pas tricoter maintenant puisque évidemment c'est la fingering et je suis interdite de fingering jusqu'à décembre. C'est mon patron qui l'a dit et du coup voilà, ça fera un très joli petit pull de printemps à mon avis. Donc voilà, c'est la seule laine que j'ai pour l'instant et puis voilà, comme je vous disais, à mon avis, je ne vais pas en voir d'autres avant un moment. C'est peu probable. À moins d'un partenariat, mais comme je vous disais, comme je ne sais plus à qui je le sais, je suis nulle dans les partenariats. C'est-à-dire que je mets 10 ans à répondre. Donc déjà, ça m'arrive. Quand je réponds, je mets 10 ans à te donner une date pour te dire ok, là je suis dispo. Parce que je suis jamais dispo, parce que j'aime tricoter à l'envie et que j'aime pas prévoir les trucs à l'avance. Et quand je fais des partenariats, j'en ai fait très peu. Cette année, j'en ai fait un avec, enfin, un pseudo-partenariat avec les aiguilles du Hérisson pour Light Tempélie. Et c'était pas un... Enfin voilà, elle m'a envoyé la laine en fait. En gros, si tu veux faire un partenariat avec moi, faut me forcer, il faut m'envoyer la laine, je suis obligée de la tricoter après. Parce que je la vois, elle est là, ça me fait pas culpabiliser. Donc voilà, donc je suis absolument nulle pour les partenariats. Je sais pas tenir un délai, je sais pas créer sur commande, je sais plus le faire. Et les partenariats qui m'ont le plus plu et dont les modèles m'ont vraiment plu, ce sont ceux où j'ai pas eu à être dans un délai particulier, quoi. Donc voilà, faut
faut être patient. Faut vraiment avoir envie de travailler avec moi parce que je suis vraiment... Enfin voilà, j'ai à peu près un délai de 2 ans. C'est un peu comme Hélène qu'on m'envoie que je sais pas quoi en faire. J'ai un délai de 2 ans. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Après, en même temps, je me dis que c'est compliqué de faire un partenariat avec moi, avec ma gradation à la con. Ça fait tellement de trucs à gérer. Voilà, bon bref, peu importe. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? En crochet, j'ai un peu avancé mon poulpe là, mon octopus. Je l'ai pas avec moi, il est en bas. Je suis en train de faire 3 tentacules en même temps. Mais voilà, ça avance pas vite parce qu'il faut faire les ventouses et que la prochaine fois je ferai pas les ventouses. Ça prend trop de temps. Cette fois j'ai fait 200 ventouses en un dimanche et il m'en reste encore 800 à faire quoi. Quand elle dit dans le patron que c'est vraiment c'est comme une couverture, ça prend du temps à faire, elle disait pas les conneries. Voilà. J'ai pas fini mon oursem qui est là. Pareil parce que bon là c'est plutôt psychologique, c'est plus parce que je l'avais commencé, c'était le petit projet que je travaillais le matin quand j'étais chez ma mère, enfin chez mes parents, et je le crochetais quand la Shadé venait lui faire sa toilette, donc j'avais peut-être 25 minutes de pause on va dire, 25-30 minutes selon les jours, et c'était le petit projet parfait pour faire quelque chose de ce temps perdu on va dire. Et elle m'avait demandé si je pouvais lui donner quand je l'aurais terminé, et puis bah voilà. Donc j'ai pas envie de le finir pour l'instant, donc voilà, plus tard. Et par contre je voudrais vous parler du son livre à Émilie. Émilie Penaud des Amusements d'Em, Ami Gourimi amusant. C'est un bouquin qui devait sortir probablement, je sais pas, pour le CSF ou quelque chose pendant cette année quoi, mais j'imagine puisque c'est aux éditions Marie-Claire. Et bah il y a eu le confinement, du coup ça a dû tout décaler, j'en sais rien. Enfin je sais pas comment ça marche ce genre de choses, mais bon voilà, son livre il est sorti un peu dans le feutré il y a quelques mois et la dernière fois j'ai oublié de vous en parler. Donc voilà, c'est ma petite créatrice française chez qui j'essaye de tester le plus souvent possible, même si là je peux plus, mais voilà, j'ai toute sa collection, je les ai tous faits, je pense, tous ceux qui sont sortis individuellement. Donc là j'ai pris le livre, j'aime beaucoup le renne et le hérisson, particulièrement le hérisson, je pense que je vais faire le hérisson un jour, et la coccinelle aussi, est très très mignonne. Mais voilà, c'est un chouette livre, il est bien détaillé, c'est un peu un peu comme le livre de Lalilala. Et voilà, il est de bonne qualité, il est bien foutu, les photos sont sympas, donc voilà, je suis très contente de l'avoir acheté. Et voilà, je lui souhaite tout le meilleur du monde pour sa petite entreprise. Enfin voilà, c'est pas toujours facile de faire vivre son entreprise, surtout avec un confinement qui empêche de faire les choses avancer, qui empêche les choses d'avancer, donc voilà. En crochet. Ah si, il y a Lalilala qui vient de sortir un caméléon là, avec la petite boîte musicale et tout. C'est trop mignon, trop bien pensé. J'ai trop envie de le faire. J'ai hésité à acheter un kit et puis quand je me suis enfin décidée à l'acheter, il n'y en avait plus. Donc bon, raté, mais ce sera pour une prochaine fois, c'est pas grave. Ce sera probablement mon cadeau d'anniversaire de moi à moi. Ah, j'ai complètement oublié de vous en parler. Il y a le Mystérical des Amusements d'Em qui va pas tarder à commencer. Normalement, je crois que c'est le 1er octobre. C'est ça. L'an dernier, c'était ça. Je sais pas si vous vous souvenez. Je me souviens plus comment il s'appelle d'ailleurs. Monsieur Citrouillon, je crois que c'est ça. Je vais ajouter un petit chapeau et tout. Et bah là, du coup, cette année, il y a un nouveau Mystérical d'Halloween. Elle en fait un tous les ans. Et l'année d'avant, c'était le Cthulhu, il me semble, Cthulhuem, que j'avais fait en test par contre, il me semble. Et là, l'an dernier, c'était Monsieur Citrouillon que j'avais adoré faire, enfin jusqu'au bout, on savait pas trop ce que c'était quoi. C'était vachement sympa à faire. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va être cette année. C'est pour bientôt. Donc voilà. En ce moment, il est en cours de test, donc j'ai hâte de le voir. Je ne l'ai pas testé parce que franchement, ça m'amuse trop de le faire en Mystérical. Donc voilà, il y a aussi ça en crochet que je vais faire dans les mois qui viennent. Voilà.
Voilà, en crochet, voilà. En couture, j'ai rien foutu. Mais genre rien de ce que j'ai dit la dernière fois. J'ai fait cette jupe. Qui est une jupe cercle. Attention, voilà, tu vas rien voir, c'est normal. Ça, c'est une grande jupe cercle. C'est une vraie jupe cercle. Hein. Alors pourquoi j'ai fait une jupe cercle alors que bon, hein, on va dire que j'ai vraiment pas la taille fine. Hein. C'est pas du tout... comment dire, c'est pas ce qui me met le mieux en valeur, on va dire. Mais je m'en fous, c'est vachement agréable à porter. Pourquoi j'ai fait une jupe cercle? Parce que YouTube me spam de suggestions en ce moment. Enfin, comme toujours, c'est son job. Mais il me spam de suggestions couture en ce moment. Et moi, comme une débile, je regarde. Et plus je regarde, plus il t'en suggère. Hein, c'est la logique. Et ça faisait 3-4 fois que je tombais sur un tuto de jupe cercle. Une fois, 2 fois, 3 fois, puis je me suis dit, ah c'est bon, je vais en faire. Je sais pas pourquoi, je la voyais dans ce tissu, donc c'est un tissu rayé à fleurs qui hypnotise, paraît-il. Mon mari n'arrive pas à me regarder dans les yeux, n'arrive pas à me regarder quand je la porte, donc c'est pour les jours où je serai fâchée contre lui, je la porterai. Aujourd'hui il n'est pas là, donc je peux me permettre. Et c'est très agréable à porter. Ça utilise les 3 mètres de coupon que j'avais impeccable, surtout un tissu comme ça quoi, je savais pas quoi en faire, j'ai craqué dessus mais on va dire qu'il est pas discret et les rayures ça te met pas spécialement en valeur non plus, ça se porte pas avec tout et en même temps avec les fleurs tu peux porter n'importe quelle couleur puisqu'il y a plein de couleurs dans les fleurs. Bon voilà, c'est un tissu problématique, donc une grande jupe cercle ça règle le souci, je trouve. Et voilà, bon, j'ai pas la taille fine, loin de là, pas du tout. Hein. J'ai une taille qui oscille en plus de quelques centimètres selon le moment de la journée parce que j'ai le ventre qui gonfle régulièrement. Donc là, concrètement, elle est trop grande. À cette heure de la journée, j'ai un peu d'espace. Ce matin, j'en avais encore plus. Elle me tombait sur les hanches ce matin. Là, elle est plus ou moins retenue par mon ventre. Ce soir, elle sera trop serrée, comme toujours. Donc j'ai pas trop serré la ceinture parce que je me suis dit qu'après ça allait me faire mal au ventre le soir, ça sert à rien. Donc elle me tombe un petit peu sur les hanches. Mais c'est pas grave. Je l'ai voulu longue parce que la jupe cercle, j'en ai une autre que j'ai fait, je vous la montre l'autre fois, que j'ai mis des élastiques dessus. J'aime beaucoup la porter mais en fait la longueur genou c'est bien mais selon ce que tu portes au-dessus en fait ça peut vite faire tente. Donc je me suis dit si je la fais très longue avec le poids du tissu elle va être un peu moins ample. Bon c'est plus ou moins vrai. Bref. C'est du coup un patron maison, j'ai juste tracé, j'ai suivi le tuto, j'ai tracé la taille, après j'ai tracé la longueur de la jupe, tu coupes le tissu, tu coupes et c'est fini. Tu fais un ourlet de 5 km de long, ça prend un bon quart d'heure de le marquer au fer, puis de coudre donc une demi-heure pour faire un ourlet, mais à part ça voilà. Contrairement au tuto YouTube, j'ai fait une vraie ceinture avec un zip invisible. Hein, et quelque part par là, si je tire dessus on va le voir. Voilà. Je suis très contente de la pose de mon zip. Voilà. Je pense quand même que je vais en refaire d'autres. Parce que j'ai d'autres coupons de 3 mètres dont je ne sais pas trop quoi faire parce qu'ils sont très bariolés. Et avec un élastique au moins ça aurait l'avantage de couvrir toutes les tailles de mon tour de taille selon le moment de la journée. Donc ça serait déjà ça de prix. Et voilà, je vais en faire une ou deux autres. Dès que j'aurai le courage de faire un ourlet de 50 km. Parce que ouais c'est vachement... Puis va surjeter ça. En plus ma surjeteuse elle fait un boucan du diable. Puis j'ai un problème avec ma surjetteuse. Je sais pas si vous l'avez. C'est une Pfaff Obiloc 2.0. Elle est ventousée. Elle a des ventouses. Elle a 4 ventouses. Donc elle est très bien ventousée sur la table. Tu peux pas soulever la surjetteuse. Elle est collée quoi. Par contre, quand je surjette, et bon, j'ai la pédale un peu forte, donc je surjette vers
quand même assez vite, elle tourne. Et du coup, une fois sur deux, elle va se casser la gueule de la table en fait. Elles vont tous en hauteur, elles vont tous pas sous le côté, elles bougent. Alors, est-ce que quelqu'un aurait le même problème? Et si oui, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'il ou qu'elle a fait pour que ça ne tourne pas comme ça? Parce que je peux pas la tenir, je tiens mon tissu. Donc, je sais pas, ça m'embête vachement qu'elle tourne comme ça, c'est vraiment pénible quoi. Une fois sur deux, elle va finir sur mes jambes quoi, enfin sur mes genoux. C'est vraiment pas pratique. Donc, je sais pas, parce que je sais pas comment faire pour la bloquer. J'ai beau la pousser sur la table, elle finit toujours par avancer vers moi et je la touche pas, pourtant je tiens le tissu. C'est pas en tenant le tissu que voilà. Donc je sens que c'est la vibration qui la fait tourner, elle tourne au fur et à mesure. Donc si vous avez une solution pour ça, ça m'aiderait bien. Je commence à m'agacer. Voilà. J'ai pas fait d'autres coutures. J'envisage de coudre une robe Alice de chez Machine pour aller avec mon kimono, enfin mon pas kimono, mon bas même. Parce que je trouve que j'ai une viscose de rouille de chez... Ah, qui m'a coûté la peau du cul. Je sais plus comment ça s'appelle, c'est pas grave. Que j'ose pas couper parce que justement elle m'a coûté la peau du cul et que je veux pas le faire un modèle qui m'ira pas. Et donc je me suis dit tiens, une robe Alice, peut-être que ça passe dans le métrage, il faut que j'essaye. Mais ça pourrait être pas mal étant donné que les manches elles descendent jusque là. Pour la robe Alice, c'est des espèces de manches chauve-souris. Et sur mon gilet aussi. Donc les couleurs iraient plutôt bien ensemble. Donc ça se tente. Et je voudrais faire une énième robe Mana avec une autre viscose à pissenlit. Je pense que je vous l'ai montré la dernière fois. Mais voilà, j'ai pas eu le temps. Cela dit, quand il y a un déménagement qui se profile, j'ai toujours envie de vider mon stash. Donc là je peux vous dire qu'il va se vider. De toute façon j'ai plus grand chose en tissu, mais voilà. Il me faut des excuses de ce genre, un déménagement, des vacances d'été, des choses comme ça pour me mettre à coudre. Donc je vais me faire un trench aussi, tiens, ça fait longtemps que j'ai acheté le tissu, j'ai tout ce qu'il faut que je le fasse. Je vais me faire un trench. Probablement un autre de Direndo, là, Luzerne. J'ai mon bleu qui, bah ça doit faire 4 ans que je l'ai maintenant. Je pense que je vais le reteindre parce que le tissu a blanchi, il est passé. Il est encore en bon état, les poches sont bien, les boutonnières elles n'ont pas bougé. Il y a peut-être un ou deux boutons qu'il faut que je recouse. Mais lui je vais le reteindre, du coup il sera tout bleu, même à l'intérieur, du coup c'est dommage. Et je vais m'en faire un autre beige, je pense que le beige ira avec tout. Beige foncé, sable. Voilà. Voilà les plans. Couture, mais voilà. Je sais pas quand. Et je vais redoubler 2-3 robes que j'ai portées tout l'été mais qui ont vraiment besoin d'avoir une doublure au niveau de la jupe parce que c'est quand même un peu transparent. Notamment ma Mana que je vous ai montré l'autre fois, la bleue en broderie anglaise. Faut pas que je mette une culotte rose en dessous quoi. Donc voilà. Quoi d'autre? Niveau couture, vidage de stash, YouTube m'a encore suggéré un truc vachement intéressant. Il m'a suggéré 2 trucs. C'est des couvertures. Il y en a une des couvertures où il faut faire un grand cadre en bois et sur le cadre en bois il faut mettre des clous et tu passes le fil entre les clous comme ça, dans un sens puis dans l'autre sens comme ça, et ensuite tu fais des petits nœuds à chaque croisement et tu coupes les fils de manière à ce que ça fasse comme un tapis de pompons. Ça je veux le faire, ça m'intéresse beaucoup et faut que je l'essaye mais j'ai pas le cadre en bois en fait. J'ai demandé à mon mari ouais tu peux pas me faire un truc comme ça, il m'a dit bah là j'ai rien. On n'a pas de planche ou rien, donc je vais attendre qu'on déménage et on va bien trouver dans le bordel de travaux qu'on va faire 4 planches en bois que je pourrais ou éventuellement dans la commande des matériaux je peux glisser 2-3 planches en bois que je récupère pour moi quoi. Hein, sur un malentendu, oh il y a 4 planches en trop quoi. Bon. Je pense que ça se négocie. Donc je vais la faire mais plus tard. C'est vachement sympa, ça a l'air de bien déstacher. Et j'en ai une autre ce matin. Il faut que j'essaye. Alors apparemment on enroule du fil autour d'une règle ou je sais pas quoi. Ensuite on met un bout de scotch pour pas que les fils bougent. Et on va les coudre sur du tissu.
là où il y a le scotch en fait. Et ensuite tu coupes les boucles qui restent, ça fait tout un tapis de poils. Je veux faire ça. Je veux faire ça. Ça va me détacher des plots dont je sais pas quoi faire. Et je veux absolument faire ça. Alors pourquoi pas avec un petit fil à paillettes. Voilà, ça va me détacher 10-12 plots déjà, peut-être plus. Hein. Selon la taille de la couverture que tu fais. Et ça m'intéresse. Donc je vais faire ça. Pour détacher la laine parce que ça prend de la place. Puis je sais pas quoi en faire. Voilà. Voilà pour le futur do it yourself. Bon, on passe au blabla, il y a des questions. Alors, blabla. Quel sera ton prochain amigurumi? Ce sera la Yen de Project Ariane. J'attends avec grande impatience son lémurien. J'ai vu qu'elle était en train de le finaliser, donc ça devrait plus tarder à sortir. Mais bon, avant je voudrais quand même faire la Yen. Et après je ferai le lémurien parce que j'ai cru comprendre qu'il fallait un fil assez particulier. Donc j'attends d'avoir en fait la liste de fourniture. Mais voilà, je suis à fond Project Ariane. Faut que je finisse mon poulpe aussi. Hein. C'est long. Alors, as-tu une idée de chaussettes? Alors oui et non. Le problème des chaussettes en fait c'est qu'il y en a des milliers de patrons. Et en fait je trouve qu'il est assez compliqué de se renouveler dans la chaussette sans copier quelqu'un d'autre. Enfin, je veux dire, si tu mets une torsade sur la chaussette, par exemple le patron CRS que j'ai créé il y a quelques années, des patrons comme ça avec une petite torsade sur le côté, il y en a des milliers, que ce soit, enfin il y en a chez les francophones, chez les non francophones, donc au bout d'un moment en fait on a vite fait le tour. Et ce qu'au final tu achètes, c'est pas tant la tronche de la chaussette, mais la façon dont est faite la chaussette, selon le designer. Donc j'ai envie de tricoter des chaussettes puisque j'ai plein d'échantillons de laine à chaussettes qui sont prêts et puis il n'y a plus qu'à. Mais à chaque fois que j'ai une idée, je tombe sur un modèle, quelqu'un met une chaussette en ligne sur Instagram, que ce soit un designer, une tricoteuse, et ça ressemble beaucoup à l'idée que je voulais mettre sur mes mailles. Donc ça me freine et puis du coup je le fais pas. Mais oui, il y aura probablement un patron de chaussettes d'ici la fin de l'année. Allez, croisons les doigts. Vas-tu remettre en vente les modèles qui ne sont pas disponibles sur Ravelry? Donc là on parle des miens. Hein. Donc j'ai retiré quelques modèles de la vente, notamment tous ceux que je souhaiterais retravailler en version 2.0 comme j'ai fait avec Ampeli. Alors je dois avouer que ça m'a un peu refroidi avec Light Ampeli les réactions de certaines personnes, notamment de designers qui n'ont rien d'autre à faire que de venir voir ce que je fabrique apparemment. Et qui ont pu dire que c'était inadmissible que je fasse payer un patron alors que c'était une mise à jour, gna 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 gna. Bon, un, je les emmerde, et deux, étant donné que c'est pas une mise à jour mais une nouvelle mouture, je me sentais dans mon droit de vendre ce que je veux comme je veux. Et je vais prendre un exemple tout con, mais quand Apple sort un iPhone 12 et que tu avais celui d'avant, c'est-à-dire le 11, bon, à mon avis, le 12 tu le payes hein, si tu veux l'acheter. Hein. On va pas te le donner parce que tu as le 11. Hein. Donc voilà. Donc ça m'a un peu refroidi et en fait j'avais dans l'intention de reprendre Gataki et Kokuli dans pas longtemps. Enfin dans pas longtemps. Hein, tu vois ce que je veux dire. Et j'avais l'intention de les reprendre là dans les mois qui venaient quand j'avais repris en PD. Et ça m'a bien refroidi. Donc je sais pas. Peut-être qu'ils reviendront jamais. J'en sais rien. Pour l'instant je réfléchis à mes nouveaux modèles et puis quand j'aurai la flamme, l'envie, la foi, j'en sais rien, pour le faire, je le ferai, mais voilà, je vais encore me retrouver confrontée à des gens qui vont me dire ah là là, j'ai payé la nouvelle version, gna gna gna. Bon, voilà. Donc je sais pas. La morpho, est-ce que c'est seulement sur Patreon? Oui. Et puis ça va rester comme ça pour le temps que ça durera. Je l'ai déjà dit, la morpho c'est un truc que je bosse beaucoup. Si tu veux avoir accès à quelque chose de morphologique, morphologiquement adapté, dans mes patrons il y a des guides. Il y a le support qui fait que tu peux me contacter si tu veux de l'aide pour adapter morphologiquement un de mes modèles.
Je ne fais pas de gradation pour les autres, je ne fais pas d'adaptation morphologique pour les autres, designers, tricoteurs, etc., d'autres modèles, peu importe. Parce que j'en ai pas envie, parce que c'est pas mon travail, parce que j'ai pas envie que ce soit mon travail. Et puis, donc, la morpho, si j'en parle sur Patreon, c'est plutôt que j'en parle d'un aspect ludique. C'est-à-dire que je vais pas te dire comment calculer, comment faire ci, comment faire ça. Je vais te dire, voilà, moi j'ai vu ce problème-là. J'essaie de comprendre pourquoi il y a ce problème-là, pourquoi il y a ce pli, pourquoi ça tire là, pourquoi ça fait ci, pourquoi ça fait ça. Et j'essaie de trouver des solutions, ou enfin, du moins, d'indiquer des solutions. J'irai pas la calculer pour toi, mais je suis là pour... Voilà, moi si je voyais ça, je ferais ça. Voilà. Ça t'intéresse pas, peu importe. Vous savez, les vidéos morpho, vu le nombre de vues qu'elles ont sur Patreon, je pense pas que la moitié des patronettes les regardent, déjà, donc bon voilà. Donc je sais que c'est pas quelque chose qui passionne, etc. Donc je me concentre essentiellement sur les patrons, à faire en sorte que sur mes patrons, tu puisses trouver une solution à ton problème. Mais ça ne m'empêche pas de tourner des vidéos et de vouloir en tourner là. Je suis en train d'écrire une suite de vidéos sur la morpho, sur les types de construction et sur pourquoi cette construction fait tel problème pour tel type de morphologie. Et comme il y en a beaucoup, ça me prend du temps de l'écrire et du coup j'ai rien publié depuis 2 mois. Bon voilà, je n'arrive pas à être dans les temps, mais à la fin il y aura cette vidéo et puis je pourrai les publier au fur et à mesure et voilà. Donc c'est pas facile d'exposer sur la morphologie quand il n'y a pas tant de gens que ça qui sont vraiment intéressés dans la morphologie. Bon, j'avais essayé de le faire avec les designers et d'en parler et puis bon ça s'est mal passé, etc. Donc je sais pas... Je sais pas, peut-être qu'un jour j'écrirai un e-book à ce sujet. Franchement j'ai de la matière maintenant, j'ai beaucoup de matière donc je réfléchis à ça. Mais quand bien même je voudrais par exemple faire un e-book sur la morphologie, ce qui pourrait être très intéressant et ludique et peut-être utile aux gens, il faudrait que ce soit auto-édité et puis éventuellement si je veux le vendre sur Ravelry, il faudrait que ce soit avec des modèles inclus dedans. Parce que tu peux pas vendre une recette, tu peux pas vendre une technique apparemment sur Ravelry. J'ai relu les règles l'autre fois et il faut, si tu veux vendre un e-book, qu'il y ait des modèles de tricot dedans. Donc il faudrait éventuellement que je fasse 4-5 modèles pour mettre dans mon e-book. Sauf que bah, moi, un modèle ça me prend 3 mois déjà. Donc ça veut dire que pendant 1 an, je sors pas ou peu de modèles. J'ai déjà fait ça avec la collection Arc-en-Ciel. Financièrement c'est intenable. Donc on verra. Je le ferai peut-être au fur et à mesure. Mais voilà, on verra. Peut-être qu'il me faudrait 2-3 ans pour faire ce genre de projet. Peut-être qu'il faudrait que je démarche des teinturières. Peut-être que j'ai pas envie de le faire. C'est beaucoup de travail pour peut-être peu d'intérêt pour les gens. Donc je sais pas. Mais oui, la morpho c'est que sur Patreon. Si ça vous intéresse, je suis désolée, il faut s'abonner à Patreon. Ça me prend du temps. Voilà, ça fait partie de mon travail et j'estime que ça doit être rémunéré ou... Enfin voilà, je sais pas... Et puis c'est le... Comment on appelle ça? C'est la contrepartie de Patreon. Donc si j'enlève ça de Patreon, qu'est-ce que je donne aux patronettes? Donc voilà. Moi Patreon, franchement, ça m'a sorti la tête de l'eau. Dans le sens où c'est... Patreon, bon, avec les années qui ont passé, j'ai plus de patronettes, donc j'ai plus de ressources financières, mais c'est pas ma ressource principale. C'est pas avec Patreon que je peux faire un mois complet tranquille, enfin que je peux faire un SMIC par exemple. C'est pas assez. Après, je cherche pas à avoir 500 patronettes, ça m'intéresse pas. Si vous n'êtes pas intéressé, ça m'intéresse pas de faire des choses pour des gens si ça les intéresse pas. Mais par contre, ça a été ce qui m'a permis, par exemple, d'acheter ma maison. C'est-à-dire que la banque a compris qu'il y avait un revenu régulier. Peu importe le montant du revenu, ils s'en foutaient un petit peu, mais il y avait un revenu régulier et ça m'a permis de sortir de l'eau. Ça oui. Ça m'a permis de faire des investissements plus rapidement, oui. Mais bon voilà,
ça prend du temps et je pense que axer mon Patreon sur la morpho, c'est légitime par rapport à la façon dont moi je vois les choses avec la morphologie. Donc voilà. Après j'ai fait des petites minutes morpho sur Instagram en story que vous pouvez retrouver sur mon profil Instagram. J'ai fait une bulle morpho, vous pouvez les retrouver là où je parle morpho vite fait. Vite fait, je vulgarise le truc quoi. Je pars pas dans les détails mais c'est une petite minute morpho, ça je le dis déjà partout, enfin voilà, c'est... je vais pas vous faire payer parce que je vous dis 3 phrases quoi. Encore une fois, je ne vise personne, c'est vraiment morpho. Mais voilà, donc oui c'est que sur Patreon ou un petit peu sur Instagram quand j'ai une idée en tête ou quand quelqu'un vient de me dire, me faire un commentaire tout simplement des fois et vous savez vous m'envoyez des MP puis je vous dis mais tiens oui c'est vrai ça et puis pouf je le mets en story, c'est tout, ça va pas plus loin. Et puis je suis une obsédée des plis, hein, donc dès que je vois des plis sur mes modèles à moi, ah ben je les pointe du doigt, comme j'avais fait avec vos trucs par exemple. Bref. Et dernière question, as-tu déjà en tête l'aménagement de ton atelier dans ta future maison? Oh oui. Alors, bon, ma future maison elle n'est pas encore à moi, je touche du bois mais j'espère qu'elle sera bien à moi, que tout va bien se passer. Dans ma future maison, donc en fait c'est une maison de environ 85 mètres carrés, assez standard, qui a un rez-de-chaussée garage on va dire, ensuite il y a l'étage salon, cuisine machin, et aussi on a les combles aménagés en chambre. Et c'est une maison qui a besoin d'être très très rénovée, qui a besoin de faire tous les combles, toute l'isolation, remplacer toutes les fenêtres, et éventuellement, étant donné l'agencement de la maison actuelle, on voudrait passer de 80 mètres, 85 mètres carrés habitables, comble incluse, à 135, 140 mètres carrés. Donc on va diminuer le garage, faire des chambres, refaire les combles entièrement parce que là elles sont faites que partiellement. Enfin voilà, il y a beaucoup de travail sur cette maison et l'atelier c'est pas le coin le plus urgent parce que c'est une maison qui n'a pas de salle de bain par exemple. Il y en avait une et puis la petite dame qui vivait dedans avait une baignoire et puis l'âge faisant elle ne pouvait plus monter dans sa baignoire donc elle a voulu remplacer par une douche et la douche ils l'ont jamais mise en fait. Donc cette salle de bain en fait n'a plus qu'un lavabo, un lave-main même. C'est même pas un vrai lavabo, c'est un lave-main et c'est tout. Donc il est très urgent qu'on fasse une salle de bain pour commencer. Il faut qu'on casse des murs pour agrandir la cuisine, il faut qu'on en casse d'autres pour réduire certaines pièces parce qu'elles sont trop grandes et elles n'ont pas d'utilité réelle, donc on va en faire un bureau, il faut qu'on refasse les combles et après on va transformer au niveau du garage, on va faire 2 chambres dont une qui sera mon atelier. Et dans cette pièce, pour l'instant c'est l'ancienne buanderie on va dire, avec un lavoir. Il y a un gros lavoir, un double lavoir en pierre. C'est, vous savez, les lavoirs avec les grands machins rainurés là où on lavait le linge là, à l'ancienne. Hein. Donc la maison date des années 60, donc a priori, apparemment, on mettait ça dans les maisons des années 60 de ce coin-là de la ville. Et je me demande si je vais pas les garder. Parce que cette pièce-là, dans tous les cas, de toute façon, ce sera mon atelier. Et puisqu'elle est au sous-sol, elle ne sera pas éclairée des masses, mais bon, suffisamment. Il y aura une porte, fenêtre et puis une baie vitrée. On va remplacer certaines fenêtres, on va mettre des baies... c'est pas une baie vitrée, c'est un rectangle pour la lumière, quoi. Et donc il est possible que cette chambre-là devienne cette pièce-là devienne mon atelier plutôt qu'une chambre. Et je me demandais si j'allais pas garder les lavoirs, parce qu'ils sont en très bon état. Et puis parce qu'en fait il y a des accès d'eau, vu que c'est une buanderie, pour faire de la teinture. Personnelle la teinture. Hein. Mais voilà, ça fait presque 3 ans qu'on vit ici. Et je n'ai pas pu teindre du tout depuis qu'on est ici parce que ma cuisine n'est absolument pas pratique. C'est pas comme au moment je faisais des petites teintures de temps en temps pour le plaisir, pour le fun, etc. Là j'ai absolument pas la place, tout mon matériel de teinture il est en carton depuis 3 ans, enfin voilà. Donc ça me
de garder ça dans mon atelier, sachant que mon atelier cette fois ce sera mon atelier et que je vais mettre des étagères sur tout un mur. Pardon. Je vais mettre mes cases. Pardon, je m'étouffe. Sur le mur, je vais mettre des cases, mes cases actuelles, et je vais les mettre en hauteur, comme ça mes laines elles seront en hauteur. Et il n'y aura plus de poussière, il n'y aura plus de poils de chien qui vont venir dessus. Mon stage sera en hauteur, mon tissu sera en hauteur, enfin bref, ce sera mieux rangé. Et je pourrai mettre des meubles en dessous, avec tout mon matériel pour bobiner, etc. Et je pourrais du coup éventuellement garder ce lavoir, qui est assez grand quand même. Je me tâte. Il faut que je convainc l'homme qu'il est utile. Parce que si je le garde, je pourrais mettre mes projets tricot à tremper dedans. Et comme ça, j'entendrai plus l'homme dire ouais, tu prends toute la place avec ton tricot, il est encore dans le lavabo, gna 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 gna. Là, ils auraient un lavabo dédié et éventuellement, il pourrait servir à rincer de la laine. Hein? Moi, je trouve que c'est un argument valable. Donc voilà, c'est... Et après, à côté, je mettrai mes bureaux, donc mon bureau, et puis ma table de couture. Et au milieu, je mettrai mon actuelle table de cuisine qui va devenir ma table de coupe. Oh, avoir une table de coupe, ça fait combien de temps que je couds? Ça fait 6 ans, 7 ans? C'était avant que je me marie, donc ça fait 8 ans que je couds. Et depuis 8 ans, j'ai toujours coupé mon tissu par terre, m'en cassé le dos. Et voilà, elle sera bénie cette table de couture, je la veux. Donc en plus c'est une table que voilà, dans notre future cuisine, voilà, on va mettre une cuisine aménagée. Donc cette table là, je voudrais la recycler, ça m'embêterait de la jeter ou de la donner. Donc elle a la hauteur parfaite pour couper le tissu. Voilà quoi. Donc ouais, je vois plus ou moins comment sera mon atelier déjà. Mais ce sera pas la première pièce qu'on fera, loin de là. Donc je vais encore partager mon bureau avec mon mari pendant un certain temps. Au moins pendant un an, pas si. Voilà. Donc, et le Covid a fait que, vous savez, les jours de télétravail, ils sont plus récurrents, plus courants, surtout qu'ils travaillent en région, enfin ils travaillent à Paris quoi, donc ils prennent les transports parisiens. Donc fatalement, ils sont en train de dire qu'ils auront bientôt 3 jours de télétravail au lieu de 2. Donc ça veut dire que l'atelier sera pas dispo très facilement quoi. Donc franchement c'est assez problématique parce qu'il faut que je me cale sur lui pour faire les tournages de vidéos, mais aussi pour monter mes vidéos parce qu'il prend mon ordinateur. Donc depuis plusieurs mois je suis tout le temps en train de checker le moindre laps de temps où j'ai personne à la maison, où j'ai mon atelier pour moi, et il sert à la vidéo, il sert à tourner les tutos, etc. C'est pas facile. Donc bon ça va, il y a pire dans la vie quoi, mais ça complique certaines choses au niveau organisation. Et puis je manque de place. Genre là le bureau où il est, si je l'avais, je pourrais coudre plus pratiquement. Plus pratiquement? Plus facilement. Là mon coin de couture il est engoncé. Voilà, donc s'il pouvait dégager, que je pouvais avoir ces 2 mètres carrés là qui me manquent là, sur là, et ben je serais plus à l'aise. Voilà. Donc ouais, je vais mettre toutes mes cases en l'air. Ensuite je vais mettre un meuble bas en dessous avec mon bobinoir et mon échevaudoir. Comme ça j'aurai plus besoin de déplacer mon échevaudoir tout le temps. Et ensuite je vais mettre mon bureau et au-dessus je mettrai tout un tas de petites broderies que j'ai déjà brodées mais que j'ai pas mis en cercle parce que j'ai pas le droit de percer les murs ici. Alors c'est pas le proprio qui m'en empêche, c'est mon mari. Et là je lui ai dit, j'ai fait je m'en fous. J'ai fait là, tu vas voir mon pépère, je vais en mettre partout des trous là. Là, partout. Je vais mettre des étagères partout. Je vais mettre des plantes, pendouilles partout. Là, je vais en mettre partout. Voilà, donc ça c'est le plan pour l'atelier, mais je vais faire pareil pour toute la maison. J'ai hâte d'être à cette période, je sais que ça va me prendre du temps, je sais qu'il y aura des travaux. Mais je m'en fous, ça va m'occuper l'esprit. Et puis je tricoterai quand j'aurai le temps. Non, je déconne. Mais là, je prépare tout en amont au niveau tricot pour avoir juste à tricoter et juste à faire l'appel au test. Voilà, je suis... ça y est, j'ai bien enclenché ma routine en termes d'édition, etc. Donc je pense que voilà, ça va être gérable. Mais c'est vrai que je vais probablement avoir une semaine ou deux
temps mort à un moment donné avant la fin de l'année. Et puis j'essaye de rattraper mon retard des 3 derniers mois. Mais voilà, donc oui, mon atelier, je l'ai déjà en tête, je sais déjà comment je vais recycler certains meubles, j'ai hâte de m'en occuper, mais je sais pertinemment que ce serait la dernière pièce qu'on fera. Ou pas loin. Ou alors je vais essayer de négocier le truc, genre refaire le sol de l'atelier, parce que là c'est un vieux carrelage tout cracra. Remettre un parquet ou quoi, et puis à partir de là, faire la peinture des murs quand j'aurai 5 minutes, enfin voilà, refaire l'enduit, éventuellement, si fort possible. Donc faut voir comment j'agence ça. Je voulais aussi mettre mon fauteuil, mon beau fauteuil jaune dedans pour me faire un petit coin tricot. Enfin voilà, mon atelier a changé de pièce, de maison, j'ai mis un peu partout dans la maison et finalement ce sera cette pièce là. Ça aurait pu être sous les combles mais on va finalement faire une chambre pour nous avec une suite parentale. Donc voilà, c'est très amusant de se projeter comme ça. Et je vais enfin avoir mon atelier comme je le voulais. Il aura fallu juste attendre 7 ans. 8, allez 8 le temps qu'on fasse ces travaux. Tout va bien. Mais je suis contente. Et ça va nous coûter plein de sous et je pourrai plus acheter de laine. Mais c'est pas grave. J'aurai des cases vides mais j'aurai des cases bien mises. Voilà. Donc voilà pour ça. Je vais voir si je garde le lavoir ou pas. Ce serait quand même dommage de l'enlever. Hein. Moi je suis du genre à pas jeter et à toujours essayer de recycler les trucs. Donc là j'ai vu ce beau lavoir, il est en bon état. Il est vraiment d'époque. Ah ça m'embête de l'enlever. Je vais le négocier je pense. Je vais le négocier. On verra. On verra. Peut-être que je ferai de la teinture pour ma tête. Non ça m'étonnerait. Franchement j'aurais pas le temps parce que vu tout le temps que me prend le design... J'ai pas le temps de m'intéresser à la teinture, il y en a qui le font très bien et moi je préfère sublimer la teinture dans une maille que de faire une couleur sur un fil. Donc voilà. Mais pour le fun, franchement, ce serait dommage de pas le garder. Hein. On verra. On verra. Mais ouais, j'ai déjà une sacrée bonne idée de ce que je vais faire. Je vais envahir le salon d'une jungle. Je vais mettre des plantes partout parce que là j'ai mes petites plantes là. J'ai que ça. Et c'est des petites plantes que j'empêche de grossir depuis 4-5 ans. Et là, je vais enfin pouvoir les mettre dans des grands pots, leur prendre de la place, elles vont pouvoir grandir. Il y a même mon bambou, regardez, mon bambou, il a compris qu'on allait déménager. Regardez, il m'a fait un bébé. C'est un Lucky Bambou à la base, vous savez, c'est ce qu'on achète dans les aquariums. Enfin, dans les aquariums, dans les animaleries côté poisson. Il y a des Lucky Bambou là, comme ça, tout torsadé, et puis on garde ça dans un vase plein d'eau. Et puis, bon bah moi, maladroite comme tout, un jour le vase je l'ai pété. Et j'en avais pas d'autres. Donc je me suis dit, bah tant pis, après tout c'est une plante, elle a des racines, je vais la mettre dans la terre, on verra si ça prend. Ça a pris. Et depuis, elle est dans ce pot depuis 4 ans. Ouais, au moins. Ouais, il est en pot depuis 4 ans et rien. Pas une feuille, rien. Il m'a fait des bébés vers le haut, quoi, pour me faire des feuilles un peu plus hautes, mais c'est tout. Et je me suis dit, bon, bah, c'est que ça doit pas se mettre en terre, enfin, c'est bizarre, ça doit être une plante d'eau, de rivière, ou de marécage, je sais pas. Et je n'y connais pas plus que ça en plante. Et là, cette année, j'ai décidé de le rempoter, de lui mettre une terre un peu plus riche, et pouf, il m'a fait un bébé. C'est cool. Bébé que j'avais cassé d'ailleurs. Quand je l'ai rempoté, je l'ai vu et je l'ai cassé sans le vouloir et puis il est reparti quand même. Donc coup de chance. Donc peut-être qu'il me fera d'autres bébés. Je vais pouvoir le mettre dans un grand pot, il va pouvoir se développer et tout, ça serait vraiment chouette. Et dans le salon, je vais avoir une grande double baie vitrée. Enfin, il y a 2 baies vitrées plus un balcon, enfin plus 2 balcons, et on va tout transformer de manière à avoir une énorme baie vitrée. Et je lui ai dit à mon mari, il fait ouais, ça serait bien et tout. Et puis j'ai fait ouais, mais par contre, si on fait ça, moi je mets des plantes partout, il y aura de la lumière. On va pas laisser toute cette lumière à rien faire quand même, ce serait dommage. Donc il y aura une jungle dans mon salon. Et ce sera probablement mon nouveau spot photo quand il fera moche, quand on n'aura pas le temps de sortir. Voilà. Mais tout ça, ça coûte des sous. Donc, il faut que je retourne travailler pour financer tout ça. Voilà. Bon, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. J'en ai pas eu d'autres en tout cas. Je vais voir... Ouais, ça marche plus de toute façon.
Donc bon, je suis désolée si j'ai pas répondu à votre question, c'est juste que je l'ai pas vu quoi. Je vais voir si j'ai le temps de monter cette vidéo avant que mon mari rentre, parce que là il est d'astreinte en fait. Il devrait être rentré là dans les 2 minutes qui viennent, donc ça m'étonnerait. Et voilà. Donc je vous dis à bientôt, probablement dans la future maison. Allez, touchons du bois. Voilà, probablement dans les travaux, probablement dans la moquette à arracher, dans le papier peint à arracher, dans l'enduit à mettre de partout, dans les murs à tabasser, à casser. Voilà, ça va être une période de ma vie que je vais adorer. Et on se retrouve pour du tricot ici et là sur Instagram, probablement ce sera là où on se verra le mieux. Ou un test sur Slack. D'ailleurs, si vous voulez tester le pakimono, j'ai encore quelques petites places, hein, si ça vous tente. Il me manque particulièrement les grandes tailles. Évidemment, taille 9, 10, 11, 12. J'ai quelqu'un en taille 13 qui est super bien. Et j'ai aussi de la place en taille 1, 2 et 5. J'ai encore un petit peu de place. Je peux genre rajouter une personne. Alors, parce que oui, je prends beaucoup de testeuses. Hein. Je pense que vous l'avez remarqué. Moi, en général, j'ai une vingtaine de personnes sur mes tests et quasiment tout le monde termine à chaque fois. Donc, j'aime avoir 20 personnes sur un test plutôt que 10. J'aime pas limiter à une personne par taille parce que on n'a pas toutes la même morphologie, elles font pas toutes les mêmes ajustements et parfois, souvent même, vous pouvez voir 2 personnes qui font la même taille et le même ajustement poitrine et ça rend totalement différent. Donc j'aime avoir cette multiplicité de testeuses. Voilà. Puisqu'il y a la place de le faire, puisqu'il y a le temps de le faire, pourquoi pas. Je préfère avoir plus de monde que pas assez. Et puis c'est vrai que du coup ça vous fait beaucoup de versions test à avoir, mais justement je trouve que c'est enrichissant. Et puis ça vous permet de le voir dans plein de couleurs et tout, donc ouais, je sais que j'ai beaucoup de testeuses, je sais peut-être que j'exagère ou je sais pas, mais j'aime bien. Ça permet vraiment de tout vérifier et puis il y a vraiment de tout, donc pourquoi se priver. Donc voilà. Donc bah, on se dit à bientôt, soit sur un test, soit sur le test de By Mum, soit sur Instagram. Et puis dans quelques mois pour un nouveau vlog récréatif du panda. Bye!